Attention. Attention Kostadinov. Et but. Oh à 10 secondes. C'est la fin. Je leur pisse au cul. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Brésil ou pas, on bat les couilles. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, Voilà, la question qu'il faut se poser, c'est ce trait qu'il faut éliminer du groupe. Non, c'est pas touché. Non, c'est pas touché. C'est pas normal. C'est un geste de génie. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue dans l'émission Au-delà du ballon. Cette émission qui revient après la trêve hivernale qui fut longue. Nous allons discuter football aujourd'hui et refaire un petit tour du propriétaire après ces quelques semaines de trêve. Nous allons évoquer notre rétro habituel avec Sergio et nous allons faire un petit point sur la Ligue des Champions et bien évidemment sur ce formidable tournoi qu'est la CAN. Pour cette émission, comme d'habitude, on ne rigole pas là-bas. Nous avons nos deux compères. Bien le bonjour Sergio. Bonjour, ravi de vous retrouver là. Ça fait un moment je trouve. Ça fait un petit moment, c'est vrai. On était parti sur un tour du monde et on a oublié les bases. Ce que Sergio dit pas, c'est qu'il était avec Lavezzi et Cavani en Amérique du Sud. Ouais. C'est pour ça qu'on a dû retarder l'émission, c'est tout. Voilà. Et cette voix charmante que vous entendez, cette voix de crooner sud-américain, ouais, vraiment ça. Amaury. C'est moi, lui-même, l'unique. C'est Sinatra un petit peu, on dirait, quand tu parles. Ah ouais, ah, j'aime bien Dean Martin quand même. Dean Martin. Fly me to the moon. C'est pas faux, Dean Martin. Ah bah je croyais que c'était Sinatra ça. Ah, non, c'est pas une blague. Ah, bon, ils l'ont tous chanté de toute façon. Ouais, ah ouais, c'est comme. C'est des arnaqueurs. C'est comme My Way, ils l'ont tous fait aussi. Ouais. C'est clair. Alors, on s'était quitté sur une émission assez lunaire, qui était dédiée à nos amis helvètes. Ouais. Avec très peu d'actualité puisqu'on était en plein mercato hivernal avec la trêve. Mm-hmm. Ça a pas mal bougé depuis. Les compétitions ont toutes reprises. Ouais. Notamment cette superbe compétition qu'est la Ligue 1. Avec toujours plus de spectacles. Avec presque le record historique du nombre de buts marqués. Mais de l'autre côté de la balance, le moins de buts marqués en une journée. C'est un record qui est remis en jeu tous les ans, mais vraiment à chaque fois de pas loin. Pour l'instant, ça tient. Ça tient. Alors, avec un jeu qui est toujours plus rapide normalement, avec des tactiques beaucoup plus offensives, on en est réduit à se faire chier tous les week-ends. Ouais, non, quand même, je trouve sévère. Ouais. Parce que quand tu écoutes David Luiz, quand on lui pose des questions sur le niveau de la Ligue 1, il dit que c'est un très haut niveau tactique, technique. Oui. Donc, c'est bizarre quand même. Je pense que... À moi qui pense pas un mot de ce qu'il dit. Non, je pense que l'excuse du très haut niveau tactique, c'est fait pour embrouiller tout le monde. Tu sais, un très haut niveau tactique. Est-ce que tu penses que les 3 millions de personnes qui regardent les matchs de Ligue 1 chaque week-end sont des inconditionnels de la tactique et qui connaissent absolument tous les schémas de jeu et toutes les tactiques? De toute façon, les grands matchs tactiques, tu t'emmerdes. Ouais. Mais ça n'empêche que c'est des grands matchs tactiques. Ouais. Mais on voit ça d'un autre œil. Nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle. Oui, mais on n'a pas non plus 18 matchs tactiques tous les week-ends. Alors c'est quoi alors ceci? Il a quand même raison d'un sens si tu compares par exemple au championnat allemand où tactiquement c'est beaucoup plus brouillon. Là c'est un championnat le championnat de France, c'est un championnat défensif qui est après tactique, ça veut tout rien dire parce qu'évidemment il y a toujours de la tactique dans un match a priori, tu vois. Ouais. Mais c'est comme c'est t'as pas vu la CAN. On y reviendra. On parle du vrai football. Mais non, voilà, c'est tactique, mais aussi très physique. Ça, Thiago Silva aussi avait parlé de ce point-là. Bon, il parle jamais. Ils disent, tu vois, c'est des. On va pas dire les mauvais côtés. Voilà, c'est les demi-vérités parce qu'ils disent pas qu'effectivement offensivement, ils ont pas spécialement de difficultés. C'est toujours physiquement que les joueurs leur posent problème, tu vois. Thiago Silva, tu le vois dans certains matchs, il est mis en difficulté par des gros gaillards, quoi, c'est tout, mais pas techniquement par un joueur qui va le mettre dans le vent, tu vois. Techniquement, qui peut rivaliser avec Thiago Silva techniquement? En duel, ouais, en Ligue 1, il n'y a pas grand monde. Techniquement. Ah ouais. En Ligue 1, en Ligue 1, il y a personne. Lacazette. Ouais, voilà, des joueurs comme ça, tu vois. Un duo Lacazette-Fekir, ouais, ça peut. Ouais, ils sont techniques quand même. Bah ouais, Fekir, tout ça. D'ailleurs, Olas, il a dit quoi? Il a dit Fekir, c'est mon Messi à moi. Ouais, il a osé. Et sur Lacazette, si je le vends, c'est plus cher que Gareth Bale.
Donc, Gareth Bale, c'était 91 millions d'euros. Hein. Pour rappel, ouais. Donc ça y est, on y est, c'est parti. Quoi. La Casette au Real, tu crois, toi? Possible. Ça pourrait être beau. Ils vont donner Bale et Cristiano pour la Casette. Non. Pas eu dans la dire en espagnol. Non, mais c'est Olas. Non, mais faut pas qu'il parte déjà pour le championnat. Ce gars-là, c'est bien quand même. C'est un bon jeu, c'est un bon petit joueur quand même. La Casette. Ouais, et puis un joueur français, quoi. Il y a un moment. Voilà, c'est quand même important d'avoir certains gars comme ça. Regarde, un mec comme moi, j'aime pas spécialement ce joueur, mais Cabella, il a quitté Montpellier pour Newcastle. Il vient de mettre son premier but. Il a attendu 6 mois avant de marquer. Il est remplaçant à Newcastle. Bon, c'est dommage de perdre un bon joueur de Ligue 1. Enfin, je dis pas un grand joueur, mais voilà, ils partent. Et puis derrière, pourquoi finalement? Ouais, on sait pourquoi ils partent eux, financièrement, etc. Oui. Mais du coup, après, nous, on perd du talent un peu, quoi. Effectivement. On ne fait que ça depuis 10 ans, on perd du talent. C'est tout le temps pareil. Et ça s'améliorera pas avec le temps. Hein, parce que là, pour parler de l'Angleterre, avec les droits télé, le fossé se creuse de jour en jour. Ah oui, ils partent même à Swansea, gagnent plus d'argent à Swansea qu'à Lyon, des choses comme ça. Pourtant, Swansea, quoi. Bon, ils viennent de battre Manchester, là, mais bon, ça reste un petit club, quoi. Manchester, avec un but de Gomis. Merci le but. Hein. La déviation, putain, mais vraiment à peine, quoi. C'est une frappe. Et là, il se retrouve par hasard, elle rebondit sur lui, but de Gomis. C'est son talent. C'est son talent. C'est ce qu'il sait très bien faire. Il occupe le terrain. Ouais. Non, mais voilà, c'est Doux justement qui est sorti récemment là-dessus et qui disait bah oui, avec ce niveau-là, comme tu dis, bah les gars ils vont même aller en division 2 anglaise parce que les stades sont pleins, l'argent est là et c'est plus intéressant de jouer à ce niveau-là que de jouer des Toulouse-Lorient quoi malheureusement. Tu vois mais que s'est-il passé du coup depuis ces quelques semaines de off au niveau de notre radio. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau européen? On était parti, les phases de groupe étaient finies au niveau de la Ligue des Champions. Là, les premiers matchs se sont joués. Au niveau Ligue 1, on a vu que Lyon, Marseille et Paris se tiraient la bourre sur le haut du tableau, avec probablement une belle bataille sur la fin de saison. Je pense que ça sera jusqu'au bout serré. Faut voir parce que Lacazette blessé, il revient. Est-ce qu'il va réussir à maintenir son niveau après sa blessure? C'est une bonne question. Il y en a eu qui ont performé en début de saison et qui après un petit pépin physique n'ont pas réussi à revenir à leur niveau. Ouais, et puis c'est une équipe jeune, Lyon. Donc est-ce qu'ils ne vont pas un petit peu avoir les fois dans la dernière ligne droite, là où il faut être présent, parce que c'est maintenant que ça compte. On voit que Paris prend provisoirement la tête du championnat. Mine de rien, ça leur met un petit coup de pression aux Lyonnais. Donc faut voir, moi c'est ce que je redoute pour les Lyonnais, c'est de craquer mentalement en fait. Je pense qu'ils sont meilleurs que les équipes contre qui ils vont jouer, à part certaines équipes de Ligue 1, mais je veux dire ils doivent gagner normalement contre des équipes comme Saint-Etienne, etc. Mais est-ce que quand il faut gagner au bon moment, est-ce qu'ils seront présents? J'ai de gros doutes quand même. Effectivement, ils ont toujours eu la bonne place. On avait parlé dans la dernière émission. C'est vrai que dans l'outsider qui avançait masqué. Là maintenant, ils sont plus masqués. On est dans la dernière ligne droite. On arrive au printemps. Tu joues le titre. Tu peux pas dire je vais jouer la troisième place. C'est comme Lille il y a 4 ans. Là, ils étaient leaders à 2 jours de la fin. Non, on joue pas le titre. On joue la troisième place. Même pas la deuxième. La troisième place, c'est clair. La deuxième, non, on est qualifié direct. Nous, on veut galérer. Tu vois. On veut un premier tour. On veut jouer Porto, Liverpool. Tu vois. Donc après Lyon, Marseille et Paris, là, si on prend le classement à l'heure actuelle, on a Monaco qui est 4e en embuscade, qui peut aussi faire un petit coup sur sa fin de saison, quelquefois qu'ils aient un attaquant qui commence à marquer des buts. Alors eux, c'est une équipe, Monaco, ils sont bien remontés, ils avaient super mal démarré. C'était aussi un projet particulier. On a un nouvel entraîneur qui arrive et lui, il s'est fait un peu blouser, quoi. On lui promet des choses, etc. Le salaire, je pense qu'il a le même que ce qui était convenu, mais je les trouve plutôt bien. Faut pas oublier qu'ils sont quand même qualifiés en 8e de finale de Ligue des Champions. On va voir comment ils vont se comporter contre Arsenal. Mais bon, je pense qu'en championnat, 4e, ils ont fait une belle remontée. Ils peuvent même aller chercher la 3e place éventuellement, Monaco. Mais ça gagne 1-0 à l'arrache à chaque fois. Mais il joue avec ses armes, de toute façon, l'entraîneur monégasque.
Mais au final, c'est aussi l'essentiel parce que comme ils peuvent pas produire un football spectacle total et gagner 3-0, vaut mieux arracher des matchs, des victoires et en fait ils perdent pas. Et c'est pour ça à Marseille ils ont un coup de moins bien, mais au final si tu regardes, ils perdent pas ou alors ils gagnent 1-0. Dans la difficulté, c'est clair, là il y a un vrai coup de mou à Marseille, mais ils sont pas décrochés. Ils auraient pu totalement passer au travers et dégringoler, tu vois. Non, là au final niveau chiffres, ils sont au même niveau. Bon, c'est dommage qu'ils aient perdu un peu leur avance. Et on explique à quoi ça, ce moins bien marseillais? Moi je pense, je le disais dès le début de saison, ils étaient sur un très très gros rythme dès le début de saison, avec des matchs qui commençaient à 200 à l'heure dès le coup de sifflet de début de match. Faut le tenir psychologiquement ça, et puis il faut le tenir physiquement. Au bout d'un moment, t'as le cœur qui s'use à toujours devoir commencer tes matchs à 200%. Les joueurs ont peut-être envie de laisser un peu aller. Un Gignac a peut-être envie de plutôt rester devant pour ratisser une occasion de but. Un Payet a peut-être plus envie de jouer le jeu qu'il a envie de jouer. Donc psychologiquement, ils ont moins envie de tenir l'objectif du coach, puisque le coach l'a décidé. Parce qu'ils ont un bon résultat, ils sont bien classés, ils lâchent un peu plus, et puis après je pense que c'est surtout physiquement que ça doit... mais moi l'argument physique, je vais y croire sans y croire. Alors, effectivement c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison à 100 à l'heure, et c'est vrai que l'intensité au niveau des matchs était quand même assez énorme. Ils jouent pas tous les 3 jours, ils jouent pas tous les 3 jours, ils jouent pas la Coupe d'Europe. L'effectif est quand même assez fourni. Il y a un truc spécifique, il faut que vous le sachiez, sur l'Hexagone, hein. Il doit y avoir quelque chose dans l'air, peut-être des miasmes ou quelque chose comme ça, qui fait qu'on ne peut pas jouer physiologiquement, on ne sait pas jouer tous les 3 jours. C'est dans... D'ailleurs, quand ils sont éliminés d'une compétition, c'est toujours un mal pour un bien d'être éliminé de la Ligue des Champions. On va pouvoir se concentrer sur le championnat. Et après, ça se bat pour se qualifier pour la Ligue des Champions, pour laquelle on veut se faire éliminer l'année suivante. C'est toujours... on va comprendre donc pourquoi ils jouent au foot. En fait. Ce qui est bien, c'est que tous les clubs en Europe, ça leur pose aucun problème de jouer tous les 3 jours. Au contraire, ils trouvent ça bien. Ils sont contents parce que ça permet de faire tourner l'effectif, de maintenir l'équipe sous pression. Puis c'est un peu leur boulot, quoi. Déjà, de base. Tu t'entraînes moins, tu joues plus au foot, t'es content. Les mecs, ils ont signé pour un club dans un championnat, pas une Ligue des Champions. Exactement. Fait chier cette putain de Ligue des Champions de merde. J'ai l'impression que justement la Liga c'est le Saint Graal, quoi. C'est important. On est au pays de Descartes, les mecs ils font Ligue des Champions, mais on n'a pas été champion. Déjà, donc ça n'a aucun intérêt pour eux. Voilà, ils se disent mais on se fout de notre gueule. Exact. Mais en tout cas, juste pour revenir sur Monaco, c'est sûr que eux, je pense qu'ils contribuent fortement au record dont tu parlais en début d'émission. Là, c'est pas avec eux qu'on va avoir beaucoup de buts. Pourtant, merdez, c'est vrai que regarder Monaco à la maison, franchement c'est le top. C'est super, vraiment, t'as envie de pioncer, tu mets ça. Le week-end dernier il y a eu report de match là-bas à Monaco. On a cru qu'il y avait eu report de match pour un envahissement de terrain, hein. Un supporter qui serait arrivé sur le terrain mais quelle équipe, c'est vrai que il aurait jeté des pieds dans le stade. Ça va être intéressant contre Arsenal, on verra bien. Moi je dis ils ont vraiment leur carte à jouer en plus. Moi aussi. Ils ont leur carte à jouer, mais n'empêche que ce club n'existe que dans notre championnat. J'ai pas connaissance d'un club similaire ailleurs en Europe. Ah ouais. C'est-à-dire... je veux dire au niveau de cette particularité de ne pas avoir de structurellement, pas de public, un stade dégueulasse. Ah ouais, le stade, putain, parlons-en. De son époque, hein. Il y a rien qui ressemble à ça. On peut bien trouver quand même, non? Je sais pas. Il y a rien. Si tu regardes le championnat italien actuellement, parce que moi je le suis un petit peu. Encore? Tu le suis encore? Ah ouais, je le suis toujours, ouais. Laisse pas les bras. Ah non, parce que... non, il lâche rien. Et pourtant tout est requis, parce que des fois... tu critiques la CAN. Non, parce que des fois, franchement, tu regardes un match, pas forcément un match de merde, mais tu vas regarder, je sais pas, un Sampdoria Fiorentina, qui sont quand même de bonnes équipes. Avec Eto'o. Avec Eto'o. et tu vas voir qu'il y aura autant de monde qu'à Louis II. Ouais, donc... et Milan. Après, c'est pas des clubs comme... Milan, Milan Milan, non, il n'y a pas grand monde dans le stade. Tu craques le sac, ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Franchement, il y a des matchs. Non, il y a des matchs, ça fait peur. Genre Torino, tu regardes Torino contre je sais pas qui. Et même Lazio ou quoi, tu vois. Si on parle du Big Four italien. Il n'y en a pas, c'est le Big One, c'est Juventus, c'est surtout. T'as la Juve, la Roma. Après, je sais pas. Gardons Milan et on rajoute Naples. Il faut quand même plus de spectateurs qu'à Louis II quand même. En moyenne, ouais, parce que sur les gros matchs, les gens ils vont se déplacer. Mais sur un match lambda,
il n'y aura pas forcément beaucoup plus de monde qu'à Monaco. Milan, ils sont quoi, 8 ou 9e, je crois. En Italie, non, il n'y a plus de Big Four, c'est terminé. Il y a la Juve qui s'emmerde. La Roma, elle donne encore illusion qu'il y a une compétition, mais c'est tout. Et la Juve qui est encore foutue de... Bon, vous m'avez compris, hein. Ah, de tricherie? Non, c'est pas la tricherie, c'est les arrangements. Vous comprenez pas la culture italienne, hein, franchement. Les mecs, ils ont un effectif au-dessus du lot par rapport à tout ce qui se fait dans le Ils ont besoin de... Ouais, je suis d'accord. Ils ont besoin d'acheter des matchs. C'est clair. Mais là, c'est comme l'histoire avec Tapi Marseille. Ouais, Marseille VO. Il n'y avait pas besoin d'acheter Valenciennes. Mais il les a achetés pourquoi? Pour pas qu'ils blessent les joueurs. Ouais, d'accord. Ah ouais. Mais c'est un coup aussi. Regarde Paris. Regarde Paris qui est contre Caen. S'ils avaient acheté le match. Ah, j'adore. Ce match, putain, trop bon. S'ils avaient acheté le match, il aurait gagné et il n'y aurait pas eu 3-4 blessés. Ah ouais, non, ce match, moi, une tuerie. Bon, et encore, ils se sont blessés tout seuls. J'adore ce match. Cabaye. Énorme. À Cabaye, quand il joue, c'est soit il se blesse, soit il prend un jaune. Ouais, non, mais à peine il rentre, il touche même pas un ballon. C'est ça. Tout de suite un jaune, direct. Non, après, il se tient la cuisse. Pour moi, cet été, il devrait rentrer, tu sais, pendant qu'il range son maillot, il devrait arriver lui mettre un jaune d'entrée. Il dit, bon, là, je te le donne, comme ça. Tu l'as déjà. Maintenant, tu peux y aller. Fais-toi plaisir. Lui, pour moi, cet été. Tu crois? Je pense qu'il va s'en aller parce que. Il va aller où, en Angleterre? Je crois que là, trop cher. Après 6 ou 8 mois, Laurent Blanc a compris que David Luiz était peut-être moins mauvais, j'allais pas dire meilleur, mais moins mauvais au milieu qu'en défense. Ça veut dire qu'il y a une place encore en moins au milieu de terrain. Verratti, on l'a vu encore contre Chelsea, il est vraiment bon ce gars-là. Bon, même s'il y a quand même quelques défauts, je pense qu'il sait qu'il est bon et du coup ça le rend un peu mauvais. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai un truc qui rime avec bon, mais ça va pas plaire à Maury. Oh non. Je pense qu'il est con, tout simplement. Ah ouais. Non, lui pareil, les cartons, il aime bien, il adore. Lui, il n'y a pas un match sans carton. Il a fini par le prendre contre Chelsea. Il est con. On a vu une action sur le côté gauche où il fait une louche au-dessus du défenseur, magnifique. Ouais. Derrière, il revient derrière, puis après il se dit tiens, je vais pénétrer via ce côté gauche dans la surface en dribblant. 3 défenseurs de Chelsea. Ouais, non, mais il surjoue un peu, de toute façon. Il surjoue carrément. Je t'ai dit, il sait qu'il est bon. Ouais, puis tu le vois qu'il se contrôle pas sur le terrain. Il est dans l'excès, tu vois. Il est dans la passion, il aime ce qu'il fait. C'est un con. Mais non. Tu le juges. Ça fait du monde au milieu, toujours est-il. Et même Rabiot, qui claque un doublé. Ouais, qui claque un doublé. Pourtant, il n'a pas fait un grand match contre Caen. En même temps, c'est Caen. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un grand match? Non. Mais Caen, ça joue bien. Ça joue vachement bien. En fait. Ouais, ça joue bien, mais si on reprend dans le contexte, le 2-2 à domicile contre Paris, coup-franc. C'est pas forcément une vraie perf de Caen, quoi. Ils ont fait un bon match et Paris n'a pas fait le match qu'il fallait pour le gagner. 2-2. Ah non, mais ce match, c'était une tuerie. Moi, j'ai vu, je me suis régalé. La deuxième mi-temps. Tout le contexte, les cartons et tout. Non, mais c'est des matchs comme ça un peu. Ouais, ça me rappelle le Paris de la grande époque. Un peu fou, j'aime bien. Le Paris colonie capitale. Oui, mais avec quand même beaucoup plus de fric. Ouais, mais c'est ça qui est encore plus drôle. Au plus on a d'argent et au plus on perd, c'est ça qu'on. Enfin, tu vois, on fait des trucs de merde. C'est comme ça qu'on aime ce club aussi, quelque part. Tu sais, il y a des clubs, des petits clubs régionaux qui portent les couleurs bleues et rouges, qui aimeraient bien avoir un peu de fric pour en faire quelque chose de bien. Ah ouais? Non, mais bon. Je dis ça, j'appelle les investisseurs de bonne volonté à mettre du fric sur ce Lille Olympique Sporting Club. Il y a bien des vendeurs de kebab qui ont de l'argent. On en parle un peu de Lille. On en parle un peu. Ah, je sais pas. Il veut en parler? Écoutez, je suis allé au stade pour regarder cette affiche de Ligue 1, Lille-Nice. J'ai assisté à une première mi-temps PH. Non, t'es pas sévère là. Non, PH, ouais. PH. Niveau Lille. Ça tenait défensivement, parce qu'on sait que Lille tient défensivement. Ça ressortait les ballons, mais d'une manière aussi dégueulasse. Mais... Ils savent pas quoi en foutre du ballon, en fait. Tu sais, t'as le mec qui récupère. Une fois qu'il est récupéré, il passe tout de suite la balle pour que ça puisse construire le jeu. Un mec censé être un relayeur. Là, lui, sait pas ce qu'il doit faire avec. Alors, soit il se fait presser, il se fait prendre la balle, soit il va balancer un cachou quelque part. Vas-y, Nolan, cours. Non, ils ont l'air un peu paumés quand même. C'était une catastrophe, franchement. Le plus gros problème de Lille, je pense, c'est cette vraie transition entre la phase défensive et offensive. L'année dernière, ça passait parce qu'ils étaient dans la contre-attaque. Donc vraiment, il y avait une vraie explosivité vers l'avant avec un Origi qui était un peu plus dans une bonne forme. Un Kalou, au final, qui manque, parce qu'il marquait. J'aurais jamais cru dire ça, mais oui. Ouais, moi aussi, mais bon, au final, il mettait ses dizaines de buts par saison, quoi, tu vois. Donc là, il n'y a personne qui l'a vraiment remplacé. C'est pas Mendes ou Roux qui vont faire ce taf-là. Et voilà, ce qui était la force avant du LOSC, c'était cette animation offensive, ce jeu vers l'avant, ce 4-3-3 de Rudy Garcia.
Là, après, quand René Girard a repris, lui, il est plutôt dans la contre-attaque. Enfin, la première année, il a bétonné et ça a marché. Béton, contre-attaque. Et là, non, la transition se fait plus très bien. Et puis, ils sont plus si solides que ça défensivement. Même si ça reste quand même dans le top défensif, je trouve. Ça reste bon. Maintenant, la saison qu'ils ont faite l'année dernière avec un Bacha et un Kerr stratosphérique et un Enyama juste divin, tu reproduis pas ça toutes les saisons. Non, puis ça fait beaucoup trop sur leurs épaules. À un moment donné, ils peuvent pas tenir la baraque avec 3. Derrière, quand tu regardes, c'est ce que je disais sur ce match Lille-Nice, ils se font déborder sur les côtés, ça centre, et à chaque fois, tu as un Bacha ou un KR qui est là pour sauver les meubles. Mais c'est pas suffisant. Tu le vois que tu te fais déborder sur les côtés. Pourtant, tu as mis qui sur les côtés ? Tu as mis d'un côté Corchia, qui est de formation latéral droit, donc il devrait pas se faire déborder. Et de l'autre côté, c'était Sidibé. Alors Sidibé, le problème de ce joueur, c'est que dès que tu le mets à gauche, il est plus là. Par contre, quand il joue à droite, il est bon. Il est pas gaucher, lui ? Non, il est droitier. Ah merde. Et pourtant, on le met à gauche. Alors il y a Soirée qui est parti en Angleterre. Donc on n'a plus de latéral gauche de formation, gaucher. Donc du coup, on va mettre qui ? On va mettre Beria. D'ailleurs, Beria qui a fait un centre du gauche, j'ai failli jouir. Ouais. Sur l'une Mendes avec Bastia, là ? Ouais. Beria qui fait un centre du gauche. J'avais jamais vu ça. Ce qui veut dire que le mec s'est quand même entraîné. C'est quand même un pro, il sait jouer des deux pieds. Attends, vous êtes dur avec Franck. Tu prends Nolan Roux à la même position, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un extérieur du droit. Il fait un extérieur du droit. C'est pas l'extérieur de Pastore, mais c'est moi l'extérieur un peu bon. Pastore. Bon. Quoi ? Non. Alors, on ouvrira. J'essaye à chaque fois, mais vous n'êtes pas convaincu. Hier, il a fait un truc pas mal sur le deuxième de Rabiot. Il a fait l'amour sans préliminaire. Il a gardé son ballon là, vraiment belle protection de balle et tout, mais bon. On va ouvrir un chapitre Pastore, je pense, très rapidement. Mais Sergio, sache que j'ai bougé de mes positions. J'ai trouvé que le Javier avait... Je me retrouve seul alors. Exactement. Tu vas te convertir toi aussi. Moi, j'ai quand même du mal. Moi, il me fout le cafard, ce joueur. Tu vois, c'est bizarre, tu vois. Mais moi, il me fait déprimer. C'est comme le LOSC, ils me font bader, tu vois. C'est comme ça. Tu te dis, mais putain, c'est quoi ça ? C'est des trucs à te fâcher avec le foot. Non, mais alors, techniquement, il est bon, Pastore. Non, mais attends, quand même, Pastore, quoi. Moi, je t'attends de le voir dans un grand match présent qui fasse vraiment la diff. Contre Chelsea, l'année dernière. Ouais, merci, ça a servi à rien. Je suis désolé, ils ont sauté. Non. Ouais, c'était un beau but. Ça a servi, d'accord. Là, il a fait un bon match contre Toulouse, mais bon, voilà, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, tu vois. On attend de le voir. Match retour contre Chelsea. Ouais, mais Blanc, il va pas le mettre. Qui prennent les choses en main et qui jouent. Pourquoi il le met pas, Blanc ? Parce qu'il mérite pas de jouer, peut-être. Parce que c'est un con, il a pas compris, Ravier. En plus, il y a personne qui le comprend. Non, mais Pastore, il fait jouer en début de saison. Franchement, il a fait un super bon début de saison, Pastore. Il a fait quoi ? Bah si, la première partie de saison en championnat, franchement, il est super présent. Il joue à son poste surtout. Il joue derrière les deux attaquants. Zlatan dézonné plus ou moins. Ils avaient trouvé un peu leur rythme. Et tu voyais qu'il y avait quelque chose qui avait changé un peu dans son attitude. Dans la récupération de balle, il y avait un but symptomatique à ce niveau-là. Le mec, il vient récupérer la balle au milieu de terrain, au long de la ligne de touche. Et après, il fait double 1-2. Il fait une passe décisive pour Zlatan. Je sais plus contre qui c'était. C'était un FIFA 15. Je sais même pas pourquoi je discute. Bref. Moi, je dois bien dire que sur les matchs que j'ai regardés en début de saison de Paris, le fait que Pastore soit sur le terrain, ça a enrichi la qualité de jeu. Oui, complètement. Techniquement, tu te dis, là, je suis en train de regarder un football de niveau européen. Alors que d'habitude, tu regardes Paris, c'est un club de Ligue 1 plus. Tu vois, un bon gros club de Ligue 1 bien sûr gonflé, mais sans folie. Mais là, c'est ça en fait, c'est ça le mot. Il apporte de la folie. Après, je suis d'accord, des fois il fait des ratés plus gros que lui. Et c'est ça son dernier palier à franchir, c'est de limiter le déchet. Des fois, il prend trop de risques. Et c'est ça. Par contre, quand ça passe, il peut faire des extérieurs, des 1-2 en talonnade. Il y a personne qui joue comme lui, quoi, à ce niveau-là. Non, heureusement. Mais ce qui est dangereux, c'est de se dire ça. Je suis encore sceptique, mais quand tu te dis il faut qu'il limite les déchets, t'imagines que t'as un Pastore devant et un Verratti derrière. Ça fait deux personnes sur lesquelles on se dit il faut qu'il limite les déchets. Au bout d'un moment, ça fait 2-3 ans qu'ils sont là. Ça fait combien pour Pastore qu'il est professionnel ? 7 ans. Ah ouais, lui. Il a quel âge, ce gars ?
25-26 déjà, facile. Ouais, il doit avoir 25 balais, je pense. Là, tu es vraiment jeune, il y a 20 ans. Ah ouais, Verratti. Donc tu vois, Verratti, tu peux te dire que tu as une marge de progression il a le droit encore, entre guillemets. Là, tu es peut-être déjà au taquet, quoi, Pastore. Voilà. Mais Pastore, il a plus le droit de faire ses conneries. Pastore, c'est un problème mental. Vraiment. Tu vois. C'est un con. Ça y est, dès qu'on a un problème mental, on est un con avec toi. Il me fait bader, moi, c'est tout. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire parce qu'il a un côté très nonchalant, tu vois. T'as pas l'impression qu'il s'éclate sur un terrain, en fait. Non, mais moi, à la fin du match, je sais même pas te dire il a joué où, ce gars, tu vois. Pour moi, il sert à rien, tu vois. Alors forcément, de temps en temps, il va faire des petites occasions sympas et tout. On fera une palette. On fera une palette, ouais. Ça marche. Exact. On fera une palette. Bon bah écoutez, messieurs, on va marquer une petite pause. Vous pouvez nous retrouver sur le site radiobelafonte.fr pour toutes nos actualités. N'hésitez pas à écouter en podcast cette fameuse émission Au-delà du ballon ainsi que toutes les autres émissions de la Radio Belafonte, à savoir l'Another Podcast, nos charmants camarades un peu boutonneux et barbus du lundi soir. Nous avons également notre playlist Sawadi House, si ça se prononce comme ça. C'est très bien. J'ai fait des efforts, hein. J'ai pris des cours d'anglais. Tous les samedis soirs. Vendredi soir ? Samedi soir. Samedi soir, 21h, minuit, 3h. 21h, minuit, 3h. Parfait. On se retrouve donc après cette petite coupure et à tout de suite. Nous sommes de retour après cette courte pause. Alors, rappel rapide de nos différents accès réseaux sociaux: Twitter, Facebook, Google et YouPorn toujours. Et le Tumblr. Le Tumblr de là du ballon, bien évidemment. Pour les hipsters. Pour les barbus. Pour les hipsters, c'est ça. Fucking hipsters. Nous avons donc fini avec cette petite rétro. Et nous allons entamer le chapitre un peu exotique de cette émission en parlant de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2015, qui initialement devait se dérouler au Maroc, qui a été annulée au Maroc pour cause d'Ebola, et qui s'est donc déroulée en Guinée. Ouais. Guinée, du coup, qualifiée d'office. Maroc, disqualifié. Donc la Guinée était favorite, du coup. Du coup, les organisateurs, logique, quoi. Logique. Je sais pas ce qui va au niveau football. En tout cas, ils n'ont pas gagné cette CAN. Après cette finale mémorable entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, remportée par la Côte d'Ivoire au tir au but vainqueur marqué par son gardien au terme de la séance de tir au but de 11 tireurs. C'est beau, hein. Jusqu'au bout de la nuit, ouais. Jusqu'au bout de la nuit. C'est le gardien qui faisait mine d'avoir des crampes qui marque le but. le but comme décisif. Tu y vas, c'est qu'il y avait vraiment des crampes. Un gardien qui a des crampes, c'est pas possible. Ouais, mais juste. Ça m'est déjà arrivé, mais bon. Un petit mot sur les Fennecs, Amaury. Sur les Fennecs. Parce qu'ils ont pas gagné à ton grand désarroi. À mon grand désarroi, c'était la seule raison que je me suis quand même intéressé à cette CAN à minima. Et bon, voilà, ils ont prouvé que c'était pas l'équipe qui méritait d'être champion du monde, comme Vaïd l'avait déclaré. Parce que, bon, Vaïd, il est bien gentil. Mais il avait déclaré quand même que c'était l'Algérie qui méritait de gagner la Coupe du Monde parce qu'il devait battre l'Allemagne, forcément. Et s'il battait l'Allemagne, comme l'Allemagne est champion du monde, il devait aller au bout. C'est logique. Ça, c'est le football, c'est aussi simple que ça. C'est simple que ça. Parce que c'est une science exacte. C'est une science exacte. Si tu bats le plus fort. Ils auraient mis au moins 4-0 au Brésil, je pense. Au moins. Parce qu'ils au moins. Ils ont fait jeu égal avec l'Allemagne. Ouais, c'est vrai. Donc, ou 7-1, ils ont peut-être fait 7-1 aussi. C'est logique. Si on suit la logique de Vaïd, qui est un grand coach qui a tenu 3 mois à Trabzonspor. Mais il a fait du bon boulot à Lille. Hein. Oui, il a fait du bon boulot à Lille et à Paris. Alors à Paris, il y a eu une deuxième place. La suite des événements. Tu l'as pas kiffé, Coach Vaïd ? Coach Vaïd ? Si, au début c'était marrant, mais après. Mais c'est pas pour les joueurs, je crois. Non, c'est ça en fait le problème. Mais après, il avait un bel effectif quand il a fini deuxième. C'était Heinze, Sorin, Paoletta. Il y avait quand même une belle petite équipe de Ligue 1. Mais voilà, tu sens que c'est un coach qui a quand même ses limites. Je pense qu'il peut bien marcher effectivement sur du court terme. C'est un peu un pompier.
Tu vois, c'est le coach pompier où quand ça va mal, il dépanne, quoi, il arrive. Il y a ce côté un peu militaire où il va remettre un peu de l'ordre et botter des culs, mais tu peux pas construire sur la durée avec un mec comme ça. Tu vois, ça va être trop usant pour les joueurs. Mais du coup, il va rester Gourcuff ? Il me semble, oui. Il est là sur le long terme normalement, donc. Ok, parce que c'était quand même l'objectif de la gagner avec la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Mais tu peux pas dire que. Tu peux pas dire de gagner la CAN 6 mois après une Coupe du Monde en ayant changé d'entraîneur et changé de plan de jeu. Ouais, mais ils auraient pu la gagner avec un petit tirage au sort. Là, s'ils finissaient ex-aequo, ils auraient pu aller en finale, tranquille. Après, pour leur défense, ils ont quand même, je pense, eu le parcours le plus compliqué parce qu'il y avait déjà un sacré groupe au départ. C'est le groupe le plus relevé. Il y avait le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud. Quand même. Donc non, mais c'était le groupe le plus fort. Quand tu vois les autres groupes, c'est une blague. Et en quart de finale, après, ils tombent contre la Côte d'Ivoire. Bon, c'est sec, 3-1. Il n'y avait pas trop à redire. Non, je pense que voilà, c'est une équipe qui est en progression, vraiment, parce qu'il y a quelques années de ça, l'Algérie était quand même loin et elle se qualifiait même assez rarement pour la phase finale de la CAN, même pour la Coupe du Monde d'ailleurs. Donc non, c'est une équipe en progression. À voir sur la prochaine édition, pour la prochaine Coupe du Monde, quoi. Mais voilà, c'était un peu la petite déception parce que pas mal de gens en attendaient beaucoup de cette équipe. Je pense que l'opportunité est passée. Après, sait-on jamais, peut-être que Fekir choisira l'Algérie et qu'ils continueront à avoir des bonnes générations déjà formées. Des jeunes joueurs quand même avec du talent. Bah, tu sais, t'associes Fekir à là qui joue à Porto, Brahimi, à Brahimi, des joueurs vachement techniques. Ils sont vraiment bons. Ils peuvent. Puis tu regardes, il y a quand même Brahimi, avoir de l'ambition. Prochaine recrue du Paris Saint-Germain. J'ai entendu dire 60 millions. Porto, il va encore le vendre 80 millions. Il va signer avec George Mendes, lui, tu sais, et il va le vendre, je sais pas combien, à Manchester City ou à Paris. Quand tu vois qu'il part de Rennes, quoi. Ouais, mais après, Brahimi, attention, je trouve que la hype, elle est quand même bien tombée maintenant depuis. Il a fait un gros début de saison, c'est vrai. Après, c'était son défaut déjà à Rennes à l'époque, c'était qu'il était assez régulier. Il avait déjà fait des matchs de folie et ça suivait pas derrière. Au bout d'un moment, si c'était un vrai crack, Rennes ne l'aurait pas lâché aussi facilement. Faut pas se mentir non plus. Je pense qu'il a un vrai potentiel, il doit être dans les bonnes conditions et il y a peut-être aussi un déclic mental derrière. Quand il aime bien à Porto, il est vraiment apprécié. Ouais, au Portugal, il doit se balader quand même. Mais c'est en Ligue des Champions où c'est intéressant de le voir vraiment. Et là, sur les huitièmes de finale, ce serait intéressant de. Ils ont fait un partout à Bâle. Donc ils sont bien partis. Ils ont une option sur la qualif, quoi. À mon avis, ils seront en quart, Porto. Et puis derrière, il faudra voir comment ils se comportent. Parce qu'en quart, il y aura on discutera de cette Ligue des Champions dans notre dernière partie. Restons donc sur cette CAN. Je vais vous faire un rappel des équipes qualifiées. Sur cet événement. Nous avions donc la Guinée équatoriale, pays organisateur. Tête de série, chapeau 1. D'une logique implacable. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Zambie. En chapeau 2, le Burkina Faso, le Mali, la Tunisie et l'Algérie. En chapeau 3, le Cap-Vert, Ryan Mendes. L'Afrique du Sud, le Cameroun et le Gabon. Et enfin, en chapeau 4, l'autre Guinée. Le Sénégal, je trouve ça étonnant de les avoir là d'ailleurs, la République démocratique du Congo et le Congo. C'est ça qui est formidable avec l'Afrique, c'est qu'on a 2 Guinées et 2 Congos. Ouais. Ils sont pas encore déterminés sur le nom du pays, alors du coup, tu vois, c'est un peu ça. C'est la magie de l'Afrique, quelque part. C'est qui a gagné, le Congo ? Oui, mais lequel ? Et c'était où ? C'était en Guinée ou en Guinée ? C'est la magie de l'Afrique, tu vois. C'est vraiment ça, la magie de l'Afrique. Mais on sait pas tout, c'est le bordel. C'est ça. Non, mais voilà, il faut dire ce qu'il est, quoi, à un moment donné. Mais même, tu vois, sur l'organisation, quoi. T'as le Maroc qui dit non. Elle était bien, l'organisation. Attends, le Maroc qui dit moi, écoute, je veux pas des sidaïques, là, tu vois. Non, c'est l'Ebola. Bon, pareil, j'en veux pas, tu vois, les mecs. Vous faites ça ailleurs, là. Vous faites ça ailleurs, tu vois. Donc, du coup, après, il y a un gros problème politique au niveau de la Fédé africaine où ils sont là, ils font non, vous n'avez pas le droit de faire ça, alors que bon, ils avaient peut-être des bonnes raisons, tu vois. Au final, c'est vrai, on peut comprendre qu'un pays privilégie la santé publique à une coupe. Ils auraient pu dire on reporte la coupe à l'année prochaine, tu vois, c'est pas ou à l'été. En même temps, Ebola, ça fait 30 ans qu'il y a Ebola sur le territoire africain. Là, c'est juste parce qu'il y a 2-3 blancs-becs qui sont fait contaminer, qui sont retournés aux États-unis et en Espagne. Ce qu'ils avaient peur, je pense, c'était pas c'est pas au niveau des staffs et tout, parce qu'évidemment ces gens-là sont suivis, mais c'était plus les mouvements des populations. T'as les supporters qui bougent, etc. Tu penses sincèrement qu'ils s'en chiffonnent les couilles ? Qui ça, le Maroc ? Non, mais globalement,
tous ces pays-là. Je sais pas. Moi, je pense que le Maroc avait des bonnes raisons de le faire. Après, les Africains l'ont pas bien perçu parce que justement, ça faisait un petit peu un conflit ethnique. C'est-à-dire, effectivement, le Maghreb qui regardait un peu de haut l'Afrique noire. Ça a été pris comme ça, je pense, et ils les ont sanctionnés durement. Ils sont privés des 2 prochaines CAN. C'est dramatique pour le football marocain, au final. La sanction est très très lourde. Ils ont pris leurs responsabilités, leurs choix, et maintenant ils l'assument. Voilà. Oui, et puis de toute façon, ils avaient un autre positionnement avec la Coupe du Monde des clubs 2 années consécutives. Voilà. Vaut mieux pour le Maroc être visible depuis l'Europe que d'être visible depuis... d'un point de vue business, essentiellement. Parce qu'après, justement, quand on disait, mais regardez, ils vont organiser la Coupe du Monde des clubs. Ouais, mais la Coupe du Monde des clubs, t'as pas de mouvement de population africaine. Donc l'argument n'était pas recevable, tu vois, pour moi. Donc après, ça se discute. Est-ce qu'ils ont eu raison de le faire ou pas ? Je sais pas. J'avoue que c'est toujours un peu flippant quand il y a des épidémies comme ça. Voilà. Ouais, enfin en même temps, comme je te dis, cette épidémie, elle existe depuis 30 ans. Hein. Ouais, il y a toujours des trucs. Et pourtant, des cas, il y en a eu depuis 30 ans. Ouais, et puis tout. Ouais. Ah ouais, c'est clair, il y en a 2 par an. Ouais, 2 par an. D'ailleurs, nous lançons un appel à la Fédération internationale de football africaine. Tous les 4 ans, c'est bien. Vrai. Et, tous les 4 ans. Et au printemps, quoi, ou à la fin. Tu peux faire. T'es pas obligé de faire ça en juillet, août, quoi. Tu peux faire ça en mai, mai-juin. Les championnats extérieurs. De toute façon, il fait chaud tout le temps là-bas. D'une certaine manière, non. Ça dépend. En Afrique du Sud, il fait pas si chaud que ça. Ouais, voilà. Donc tu fais en été en Afrique du Sud. Ouais. C'est bien. C'est vrai. C'est bien. Puis ils ont des beaux stades. Ouais. Puis il faut qu'ils les utilisent parce que depuis la Coupe du Monde. Avec les vuvuzela. Ah non. Ouais, non. Ouais, c'est pour ça qu'il faut plus y aller en fait. Ouais, faut plus y aller. Que la colère de Dieu s'abat sur eux. Donc voilà. Alors le tournoi s'est achevé il y a quelques semaines sur cette victoire de la Côte d'Ivoire sans Didier. Didier qui n'a pas joué cette CAN. Non, il n'a pas joué. Pourtant, il avait insisté le coach de la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques. Apparemment, avait vraiment insisté jusqu'au dernier moment, mais Didier, il n'a rien voulu savoir. Quoi. C'est lui qui a refusé. Ouais, il a vraiment pas voulu. Pourtant, il joue pas beaucoup avec Chelsea. Ça l'aurait occupé. C'est vrai pendant ce temps-là. Mais voilà. Sans Didier, effectivement. C'est triste. Il perd deux finales et il la gagne quand il ne la joue pas. Puis c'est certainement pas en plus l'équipe de Côte d'Ivoire la plus forte de ces 10 dernières années. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, malgré un Gervinho. Ouais, mais bon, voilà, c'est vrai que l'équipe, quand elle était au complète à l'époque, je pense que tu vois, la Côte d'Ivoire de 2006, elle était vraiment très très forte. Avec Baki Koné. Avec Baki Koné, voilà, avec Gervinho dans le bas. Ouais, exact. Non, il était bon, je sais pas, ce qu'il a fait là, non, lui, non. Attends, pas signé au Qatar ou une connerie comme ça. C'est possible. Ouais, je pense. Non, c'était en plus un joueur atypique, parce que très petit, très technique, fort sur ses appuis. Il avait mis un peu Alva Bueno. Ouais, puis on était dans cette fameuse période en France des Bakary. On a des périodes en France, je sais pas si vous l'avez noté. Il y a les Souleymane aussi. Il y a eu l'époque des Bakary, l'époque des Koulibaly. Ouais. Faut attention à ce que tu dis. Des Cissé, des Ndiaye. On fonctionne par Koulibaly, je pense qu'on n'en verra plus. Mais... c'est dur. C'est ça que je disais ça. Ouais, c'est le joueur de lance, là, le Koulibaly. Il dit non, mais il peut plus y arriver. Il dit une boutade comme ça. Voilà, je ne suis qu'un joueur de foot. Oh non, il est aux Émirats Arabes Unis après avoir fait. Il y a Marseille, c'est vrai. Il y a eu Marseille. Ah oui, il a été à Marseille. Exact. Oui, avec, en 2008-2009. Il n'est pas champion avec Marseille ? Si, 2009, donc si. C'est ça. Champion en 2009, champion avec Marseille, exact. Il a fait le tour de sa carrière, du coup, il est parti au Bled. Il est bien, 3 clubs au Qatar. Ouais. Il n'y a que 33 ans, ce gars-là. Ça va encore. Pas grand, 1m64. C'est Valbuena. C'est vraiment ce. Tu vois, on a parlé de lui, j'ai tout de suite pensé à Valbuena. On ne dit pas ça parce que Christian Jean-Pierre qui confond déjà Matuidi et Valbuena, il aurait été mal. C'est clair. Putain, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi ? Règle ta télé, le contraste, je sais pas. Non, c'était un beau petit joueur. Mais en tout cas, cette Côte d'Ivoire, cette génération est sacrée sans Drogba au final, parce que c'est quand même ça. Il y a quand même encore Kolo Touré et tout. Et comme quoi, des fois, un énorme joueur qui a une aura si importante sur un effectif peut être handicapant pour la réussite collective. C'est pas une garantie de succès en tout cas. Le cas Eto'o. Encore moins aujourd'hui, parce que Drogba il est quand même clairement en fin de carrière. Donc il y a ça aussi qui. Mais apparemment, c'est lui qui n'a pas voulu la jouer. Il était... Bon, ça, je veux bien le croire. À mon avis, il était carrément sélectionnable. Et puis il s'est dit, je vais me faire chier. En Afrique, Guinée équatoriale, il fait 30 degrés, 90%. En Afrique, tu es sélectionnable même encore à 40 balais. Regarde Roger Mila. C'est clair.
Ah, non, mais je pense, comme tu dis, je pense qu'il s'en fout. Il est en fin de carrière. Là, maintenant, il squatte le banc à Chelsea. Et bien, il s'en fout. Et 40 balais en Afrique, ça veut dire en réel 50. Hein. On dirait Mourinho qui parle. Ouais, c'est clair. Ça sur José, Eto'o. calme-toi. Ouais, sur Eto'o, Je sais même pas quel âge il a, cet 32 attaquant. 35, 36. Ouais, il y Peu a importe. ça, ouais. Ouais. Non, bah. C'est des vrais problèmes. Après, tu vois, quand on dit ça, ou la sortie de Sagnol, etc., les gens lui tombent dessus, mais malheureusement, au bout d'un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes joueurs où au niveau des papiers, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils sont nés, etc. Tu vois Lukaku. Il y a une photo sur Internet, retrouvée là, tu le vois à l'âge de 16 ans, avec les gamins. Et tu as l'impression que c'est un adulte qui joue avec des enfants. Je veux dire, bah, peut-être que morphologieur il est en avance, je sais pas. Oh, c'est un monstre. Hein. Mais c'est quand même chelou, quoi. À 16 ans, j'ai jamais vu des mecs bâtis comme ça à 16 ans. Quoi. C'est un peu abusé. Donc bon, il y a tout ça, quoi. Puis il y a ce côté toujours un peu amateur en Afrique, ce qui est dommage parce qu'on pensait vraiment qu'avec avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud, bah voilà, ça a lancé le football africain dans une nouvelle ère. Mais en fin de compte, moi je le trouve en régression, quoi. Les grandes équipes africaines comme le Cameroun et le Nigeria n'existent plus. Sénégal. Le Sénégal aussi en perte de vitesse. Il y a la Côte d'Ivoire qui a fait illusion quelques temps, mais au final on voit qu'elle n'a pas réussi à atteindre ne serait-ce que le niveau de ces équipes-là. Bon, l'Algérie, on ne sait pas trop, c'est peut-être juste un hasard, une génération, quoi. Mais voilà, quoi, on ne sait pas trop où va le football africain et ces grandes équipes comme Nigeria, Cameroun, moi c'est surtout eux qui m'ont marqué dans les années 90-2000. Le Cameroun a fait une canne lamentable et le Nigeria n'existe plus. Alors aussi pour les problèmes politiques de ces pays-là. C'est dur d'avoir une grande équipe quand tu as autant de bordel chez toi, quoi. Bah, surtout quand tu joues pas chez toi. Ouais, et que le football n'est plus une priorité aussi. Voilà. Enfin, on peut comprendre que le football soit pas une priorité. Ouais, mais attends. Le foot, c'est la vie. Le foot, c'est la vie. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Bon. Voilà, bon, nous on a regardé, enfin moi personnellement j'ai regardé des matchs qualificatifs de la CAN. Oh, t'es encore plus fort toi. T'as du courage, ouais. C'est beau. C'est l'amour du foot. Quelque part. C'est ça ? Ouais, où j'aime bien avoir mal. Moi j'ai regardé le tirage au sort là, qui désignait le qualifié. J'ai regardé ça. C'était marrant. Je crois que c'était le moment le plus stressant avec la finale de Tour. Incroyable. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Mais vas-y, pardon. Quand tu regardes, en fait, c'est tout le match, le jeu en lui-même, le cadre de l'événement dans lequel ça se déroule, les stades, tout ça, tu sens vraiment un gros décalage quand tu regardes des matchs de MLS ou que tu regardes des matchs même la Coupe d'Asie ou la Coupe d'Asie, tu regardes les derbys argentins ou brésiliens, tu te dis bon, tu vois derrière certaines montagnes, tu dis ah ouais, effectivement on voit pas ça en Europe, mais dans le stade et au niveau du jeu tu t'y retrouves. Ouais. Mais là il y a un vrai décage par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, tu es dans un stade des années 80 qui a jamais été retapé. T'as une pelouse dégueulasse parce que c'est compliqué d'avoir un beau gazon anglais sous ces latitudes. Ouais, c'est très bizarre tout ça. Et tu additionnes tout ça, ça donne un résultat. Ouais, et sans compter tous les marabouts qu'il y a sur le bord du terrain, enfin tout le folklore africain, et tu te dis on est à l'artisanat du football. Autant en Angleterre on est sur l'industrialisation monstre avec du fric et tout est calculé, tout est millimétré. Tu sens clairement qu'en Afrique t'es à l'arrache, quoi. Bah ça, comme je disais, ça pue l'amateurisme, quoi. Alors après c'est ce qui fait d'une certaine manière son charme, tu vois, parce que t'as mine de rien, après il y a quand même cet amour du maillot qui est très très fort, tu vois. Et c'est vrai, on l'a vu la victoire de la Côte d'Ivoire, tu voyais leur joie, elle était sincère. C'était et la déception du Ghana, tu vois, Jordan Ayew. Ah ouais, Jordan Ayew, c'est incroyable. André Ayew. Enfin, un Ayew, quoi. Il était vraiment inconsolable. C'est ça. Pendant un quart d'heure au moins. Après, je sais pas, mais non, mais c'est vrai, sincèrement. Après, il y a reçu une notification, vous avez un virement de la part Olympique de Marseille. Il a dit ça va mieux. Non, mais il y a des sentiments qui sont honnêtes. C'est vrai qu'ils jouent vraiment pour la gagner et avec les moyens qu'ils ont, quoi. Techniquement, je veux dire. On sent qu'il y a la passion autour. Voilà, il y a une passion qui est présente. Et, il y a ça. Mais c'est vrai que le niveau, moi je suis tombé dessus, j'ai pas regardé de match entier, je vais pas raconter d'histoire, mais c'est assez ennuyeux quand même, c'est incroyablement faible. En même temps, la Suisse joue la CAN, il la gagne. Oui.
ils étaient favoris sur. Il y a les conditions après, conditions de jeu, climatiques. C'est-à-dire que il y a quoi? Le LOSC joue la CAN, il gagne. Je suis pas sûr. Ça dépend s'ils gardent leurs Africains ou pas en fait. Tu prends 60%, même peut-être plus de ces joueurs qui jouent en Europe. Ils sont en plein hiver, ils arrivent, ils se prennent un 20 degrés dans la gueule. Physiologiquement, il faut encaisser aussi. Il y a ça aussi. Et puis, et puis ils partent et ça commence pratiquement tout de suite. Il n'y a même pas vraiment de préparation. Chose étonnante cette année, ils sont revenus très très vite. Et ils ont repris le championnat très très vite. Ils reprennent aussi très vite, c'est vrai. Pour les joueurs, ceux qui jouent tous les matchs de la CAN là, en 3 semaines, ceux qui vont au bout, les Ivoiriens qui reprennent avec leur club juste derrière, eux, il y a l'aspect physique. Donc s'il y a un Marseillais par exemple qui est concerné, ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à leur façon de jouer qui est très... ce joueur-là, il peut être concerné par une fatigue supplémentaire, la CAN. Quand tu vois que... Par exemple, pour la Coupe du Monde, tous ceux qui ont joué la Coupe du Monde en sélection sont revenus plus tard dans les clubs et qu'ils ont pu profiter de vacances. Tu te dis, eux, par contre, ils ont raison de plus pour que la Confédération africaine de football se dise changeons le calendrier, quoi. Ouais. Parce que nécessairement, cette CAN, elle gagne pas en qualité en restant tous les 2 ans. En mi-saison, c'est même pas pendant la trêve, quoi. Faut rien pour non plus aider, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Ils pourront pas progresser tant qu'ils changent pas ça, parce qu'il faut changer à un moment donné. Parce que le football moderne, c'est vendre des droits de diffusion. Pour vendre des droits de diffusion, il faut un spectacle intéressant. Ah oui. Tu peux pas la vendre, la CAN. Tu vends la CAN en Afrique. Ouais, c'était sur Canal Plus Sport là en France, diffusé sur Canal Plus Sport. Après, ça serait intéressant de savoir justement combien de personnes ont regardé. Voilà, puis combien Canal a acheté les droits. Ouais, c'est ça aussi qui serait intéressant. Déjà. Parce que c'est pas avec les droits locaux en CFA que ça va leur permettre de bonifier tout ça. Alors après, est-ce que c'est aussi le football qu'on veut, tout industrialisé tout partout? Ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on dit toujours le football business, etc. Là, pour le coup, on pas vraiment et on dit que c'est pas terrible. On dit que c'est pas terrible parce que on est tellement habitué à du spectacle, à manger de la qualité. Et pourtant, on regarde la Ligue 1. Ouais, mais même la Ligue 1, c'est quand même beaucoup plus intéressant à regarder. Il n'y a pas photo, quoi. Il y a pas photo. Mais il faut, comme tu dis, à un moment donné, c'est une compétition. Si tu veux qu'elle progresse, faut la vendre et il faut qu'elle soit attractive. Donc là, c'est pas le cas. C'est la période où les gens s'intéressent un peu moins au foot. Et puis c'est tous les 2 ans. Et puis on sait pas trop comment ça marche. Tu vois. Enfin, le spectacle n'est pas rendez-vous sur les pelouses. Ouais, puis même au niveau des normes d'organisation et des normes de compétition, c'est pas les mêmes normes que l'Euro ou que le CONCACAF ou que tout le reste. C'est dommage. CONCACAF. D'ailleurs, c'est cet été, hein. Au Chili, oui. Copa América au Chili cette année, donc au mois de juin, je crois. Ça doit être ça, mai-juin, mai-juin. Ouais, je sais pas. Après eux aussi, ils la font très souvent la Copa América, mais il y a moins de participants, donc c'est ça aussi. Et puis, le Chili, mis à part 3-4 pecnos qui jouent en première ligue. C'est des gens du cru, c'est des gens du cru, effectivement. C'est pas comparable parce que quand tu vas regarder ça, tu sais que tu vas avoir quand même un minimum de football, quoi. Ouais. C'est clair. Puis le spectacle, il sera aussi dans les tribunes. C'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance, c'est un autre continent. C'est vrai. Donc voilà, moi c'est vrai, comme Sergio, j'ai pas regardé plus que ça. J'ai regardé les résumés pour me tenir un peu informé, quoi. Mais bon, déjà dans les résumés, tu voyais des fois des actions. Aujourd'hui, c'est la seule occasion du match. Ah ouais, d'accord, quand même. Dur, quoi. Dur. Puis il n'y a pas eu énormément de buts, tu vois. Non, mais meilleurs buteurs, ils sont 3 meilleurs buteurs, je crois, à 3 buts. 3 buts, c'est ça. 3 buts, et sur péno. Parce qu'ils comptent les tirs au but, peut-être, non? Non, peut-être, non. Ah non, sinon ils sont à 5. C'est clair. Non, c'est un peu triste. Ouais, pourtant, c'est dommage parce que ça pourrait être une très belle compétition. Le football. Tout pour, hein. Le football africain a un bel avenir. Hein. Moi, je suis un peu plus pessimiste, quoi. Il y a 10 ans de ça, j'aurais dit oui, mais là, j'ai l'impression que ça régresse vraiment fortement, quoi. Tu vois. Je veux dire, il y a une époque où justement il y avait des joueurs qui étaient potentiellement éligibles dans les listes au Ballon d'Or. Vas-y, sors-le. De quoi? Sors-le, je sais que tu vas le sortir. Non, mais il y avait Eto'o, il y avait Okocha. Voilà. Il a fallu attendre le deuxième. Non, mais c'était quand même. Le deuxième. Tu mets Okocha juste derrière Eto'o. C'était quand même des. Okocha, il était. Non, mais des joueurs qui sortaient du lot, il était vraiment. Kiffant, Okocha. Non. Là, au final, franchement. Techniquement, dis-moi un joueur africain
aujourd'hui, qui est pas à part Yaya Touré, on va dire. Qui est au top niveau, à part Yaya Touré. Parce que Yaya Touré, maintenant, ça fait quelques années qu'il est au top niveau, tu vois. À part lui. Mais il est sur la pente aussi. Ouais, il est plus tout jeune, tu vois. Lui, mais c'est vrai que c'est un sacré joueur. Mais à part lui, qui est un grand joueur africain en devenir, quoi. Moi, je vois pas du tout. Ouais, c'est une bonne question. Ou alors c'est des binationaux, tu vois Ntep, bah ouais, mais il est. D'ailleurs, je propose ici et maintenant, pour l'inscrire dans une durée et prendre un engagement auprès de nos auditeurs, nous ferons une émission sur les joueurs qui étaient promis à de grands destins et qui ne sont arrivés à rien, comme Marvin Martin. C'était pour la rime. Il est blessé, lui. Attends, c'est pas de sa faute non plus. Il est presque autant blessé que Yohan Gourcuff. Je te jure. Et son pote, d'ailleurs. Sauf que Gourcuff, quand il joue, il met des buts. Il fait des passes. C'est ça la différence. Martin fait des passes. Non, mais des passes décisives. Pardon, j'ai mal compris. Il fait des passes. Comment vous parlez du nouveau Zidane? Incroyable. Nouveau Zidane numéro 73. Ouais, facile. On devrait faire une session spéciale nouveau Zidane. Honnêtement, ouais. Pas bête. C'est ce qu'il vient de dire. C'est un peu ce que je voulais faire, mais en y réfléchissant, parce que ça m'est pas venu là tout de suite. J'y réfléchissais dans la torpeur de ma fièvre hier. Je me disais par exemple, tu peux pas inclure un Eric Lamela dedans. Moi, Eric Lamela, la première fois que j'en ai entendu parler, on m'a dit qu'il défoncerait Messi quand il était à la Roma. C'est un sacré joueur, mais bon. Jovinko, le Italien, qui est parti au Canada. Bah, c'est l'Italien le mieux payé au monde maintenant, donc je comprends pourquoi il est parti. 6 millions par an. C'est ça. Après, il y en a pas en France. En France, on est spécialiste pour Kamel ça. Mariem, Ben Arfa. En France, ça c'est le problème des journalistes qui aiment bien créer les stars eux-mêmes, en fait, tu vois, pour mieux les détruire derrière. Ils ont le pouvoir des médias. L'exemple de Pogba est vachement intéressant en ce sens-là parce que personne n'a dit qu'il serait le futur quelque chose. Non. Il est resté assez anonyme jusqu'au qualif. Un peu avant la Coupe du Monde, en fait. Jusqu'au qualif. Et là, tout le monde est en train de dire techniquement, il est phénoménal, il va être dans le top 5, machin. Là, on est en train de le monter en épingle. Ouais, mais même lui, il y a des interviews de lui, attention quand même. Vraiment, parce que là, il veut moucher Messi, Cristiano Ronaldo et tout. Il le dit, moi je veux plus qu'eux, je veux plus, après, je veux être plus fort, je veux attention quand même. S'il a les épaules, parce qu'au final, c'est ça, la France. Parce que là, il y a la Juve aussi. C'est bien beau, ils sont sympas, mais c'est plus non plus. On va parler du championnat italien. Tu peux aller chercher un Messi, je vais pas parler de Cristiano parce que je préfère parler de Messi, ça va t'énerver plus. non, mais après, c'est kiff-kiff, quoi. Vous avez bien entendu? Sergio a dit qu'entre Messi et Cristiano, c'était kiff-kiff. Bah oui, bien sûr. Bah, je sais pas, Messi, il y a 4 ballons d'or quand même. Ouais, mais 4 gagnés à Barcelone. Ronaldo, il y en a 2 au Real et 1 à Manchester. C'est surtout que je pense que. Non, mais après, c'est vrai, on a une préférence, mais pour moi, le niveau est le même. Oui, c'est mon avis. Évidemment. Voilà, c'est deux monstres. Et pour les deux, il est stratosphérique. Pogba, il est encore très très loin. Ouais. Il a pas du tout le même profil. C'est ce qu'il dit. C'est pas le même poste. C'est pas le même poste du tout, c'est sûr. Mais il est balèze. Il est vraiment mais balèze. S'il continue comme ça. Ouais, c'est parce que la France en fait a toujours besoin de chercher son leader dans ce groupe. Et très honnêtement, voilà, si pour 2016, s'il y a un joueur qui pourra porter cette équipe, c'est Paul Pogba. C'est lui. On le sait, tu vois. T'allais dire Yohan Cabaye. Non, ou parce que Benzema, le problème c'est qu'on sait que ça va être un leader technique, mais il portera pas cette équipe. Tu vois. C'est pas un leader Benzema. Puis en 2016, il va arriver sur la fin. Ouais, mais justement, il sera au top. Et là, il l'a dit, il dit actuellement, je suis au top de ma carrière. Il dit j'ai 27, 28 ans. On le dit souvent, c'est le bon âge pour les footballeurs. Et je pense que ce sera pour l'Euro 2016, il sera vraiment au top de sa condition. Mais ce sera Pogba qui portera l'équipe. Je confirme que moi, j'ai regardé quelques matchs, parce que comme vous n'êtes pas sans le savoir, je suis abonné à beIN Sport Connect. T'es payé pour dire ça là? Je touche un très très gros chèque de la part des Qataris de moins 12 € par mois. Du coup, je vois beaucoup de matchs du Real, beaucoup de matchs du Barça. C'est beIN Sport. Et je dois bien dire que le Benzema du Real, c'est pas le Benzema de l'équipe de France. Il n'y a pas les mêmes joueurs autour. Non. Ouais, mais même dans son jeu, tu sens que lui fait ce qu'il a envie de faire. Qu'on le positionne pour ça, qu'on l'autorise à faire le jeu qu'il veut faire. Non, moi je trouve au contraire justement qu'il est discipliné au Real. Ouais. Parce qu'il y a peur pour sa tête. C'était surtout le cas avec Mourinho à l'époque. Il sait très bien que s'il n'est pas bon 6 mois ou 1 an, il dégage l'année suivante. Le Real, ils ne peuvent pas se permettre de faire une saison blanche, etc. Donc je pense que c'est ça. En équipe de France, il sait que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Donc il est un petit peu moins rigoureux, un peu moins discipliné.
Pour moi, c'est ça. Après, c'est sûr que c'est un tout. Et son entourage en équipe de France, c'est pas le même. Ses coéquipiers sont pas les mêmes que ceux du Real. C'est le même problème pour Cristiano Ronaldo et pour d'autres joueurs de l'équipe. Modric, la Croatie, tout ça, c'est pas. Tu dis, c'est pas Toni Kroos. Hein, ça... Ouais, voilà, on est d'accord. C'est sûr. On en est très loin. Bon, lui, voilà, par exemple, Toni Kroos, il peut se régaler avec le Real et avec sa sélection. Ouais. Mais les grands joueurs comme ça, parce que pour moi, Benzema est un grand joueur. Je pense qu'il est sur la bonne voie et peut-être qu'il sera effectivement au top dans 2 ans, enfin dans 1 an, l'année prochaine, dans 1 an et demi. Ça serait bien parce que c'est vrai qu'on a un leader d'attaque avec Benzema, au milieu de terrain on a le leader c'est Pogba et puis derrière Varane, même si je le trouve un peu moins. Un peu en dedans en ce moment. Ouais, je sais pas si on était peut-être un peu trop. Dithyrambique sur la personne. Ouais, voilà, peut-être, on le voyait peut-être un peu trop beau, je trouve. Sincèrement, maintenant qu'il joue un peu plus, parce que Pepe s'est blessé, donc il a joué. Là, c'est Ramos, donc il joue avec Pepe. Ouais. Là, il n'y a plus l'excuse de je joue pas, etc. Et il fait quand même. Mais en même temps, on sait qu'une bonne charnière et deux bons axiaux fonctionnent bien quand ils fonctionnent tout le temps ensemble. C'est vrai. Là, un coup, il joue avec Pierre, un coup, il joue avec Paul, un coup, il joue avec Jacques. C'est difficile de maintenir son niveau. Ouais, mais. Est-ce qu'ils sont complémentaires ? C'est en jouant régulièrement déjà, même en jouant toutes les semaines qu'on peut vraiment évaluer le niveau des joueurs. Là, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a sorti de très grosses prestations ponctuellement. Mais c'était ponctuel. Voilà. Et que depuis qu'il est un peu plus aligné, tu le vois faire des bourdes. En fait, Varane, je trouve, c'est quand dans l'impact physique, ça augmente, c'est là où il lâche. Ouais. On l'a vu contre l'Atlético, il s'est fait manger. Quoi. Bah oui, il s'est fait manger. 4-0, par contre, tu vois, quand ça joue, c'est bien rodé, un peu comme à l'allemande, tu vois. En train de sénateur. Voilà, en train de sénateur où il est serein. Propre, voilà. Il est serein, il fait des super belles relances. Bien sûr, rattraper un joueur pour faire un attaque magnifique, c'est faire. Mais par contre, dès que c'est du duel et que le mec va jouer physique, avec, c'est-à-dire, tu vois, vraiment à la street, quoi. Ça met des coups, la Diego Costa, machin. Bah là, il va flancher. Et c'est ce qui s'est passé avec la France contre l'Allemagne. Tu vois, sur le duel, il s'est fait manger parce que physiquement, le mec, il était beaucoup plus présent. Après, là où il va passer son cap. Voilà, justement, il va peut-être travailler là-dessus parce qu'il y a quand même un gros potentiel, ce gars. Donc, tu as une équipe de France dans 1 an et demi qui peut être vraiment intéressante et meilleure qu'à la Coupe du Monde. En plus, bon, ça sera à la maison, tout ça. Donc, le groupe aura évolué. Voilà. Griezmann. Griezmann, là, par exemple, il est vraiment en train de se régaler avec l'Atlético. Il a mis quelques mois à s'imposer, mais maintenant qu'il est là, il est en place, il marque tous les week-ends et pas des buts de raccro uniquement, quoi. Il met des sacrés buts quand même. C'est un bon dribbleur. Techniquement, il est balèze. Puis même dans la façon dont il appréhende les choses, il s'est pas mis de pression en arrivant à l'Atlético. Il s'est bien mis à sa position, c'est-à-dire je viens d'arriver, il va falloir que je fasse mon trou. Et lui, c'est comme Benzema. Il est obligé d'être hyper discipliné parce qu'on voit Klose sur le banc, là, Simeone, il plaisante pas, lui. Un match foireux pour des mauvaises raisons et Griezmann derrière. C'est sur le banc. Voilà, c'est ça, c'est clair. Mais c'est un bon joueur. Il y a vraiment des bons petits joueurs, je pense, en équipe de France, là. Donc, à voir ce que ça donne, même au niveau du gardien, parce que Hugo Lloris, pour moi, il faudrait quand même qu'il mettre les voiles quand même de Tottenham, quoi, parce que il manque d'exposition en fait. On sait pas trop, même si je crois qu'il a le meilleur taux d'arrêt en Angleterre, mais avec une défense comme ça et une équipe comme ça, le problème c'est qu'il s'en prendra quand même 3-4 tous les week-ends. Au PSG, ce gars-là. Tu sais ils en parlent, hein. C'est vrai. Ils en parlent, ça comme ça. Tu sais que j'ai été gardien dans ma jeunesse. J'ai sorti des putains d'arrêts, mais vraiment des magnifiques arrêts. Tu sais pourquoi ? Réflexe. Parce que j'avais une défense de merde et du coup les mecs avaient beaucoup d'occasions. Moi j'avais beaucoup d'occasions de briller. Ok, il a peut-être d'excellentes stats, mais effectivement si sa défense tient pas, être un gardien c'est surtout être décisif. C'est pas sortir 15 arrêts faciles, c'est sortir un arrêt compliqué. Faire l'arrêt dans le match. Faire l'arrêt du match. Comme Courtois, match Paris-Chelsea. Pour moi, lui, on parle souvent de Neuer, qui est très bon, il n'y a rien à dire, c'est un excellent gardien, mais il y a rien. Neuer, il se régale au Bayern, ils sont tout seuls. Neuer, l'avenir est déjà là. Neuer, c'est terminé pour moi depuis la finale de la Coupe du Monde. C'est terminé. Le mec, le tampon qu'il fout à Higuaín. Non mais là j'adorais, c'est carton rouge, mais direct. Pour moi c'est terminé. Higuaín, c'est de sa faute. Le mec il se relève. Là tu dois faire du ciné. Là il se relève, il pète un plomb. T'auras rien, bonhomme. T'auras rien. Tu restes couché et tu tiens ta main. De toute façon, si l'Argentine perd, juste une petite parenthèse sur ce match, c'est vraiment pour Higuaín, on l'a déjà dit. Mais il y a une occasion en or où il tire à côté. Voilà. Par contre, il marque en Coupe d'Italie, quoi.
Non mais c'est ça. Mais la Coupe d'Italie, c'est vraiment dégueulasse. Non mais en plus sa célébration après qu'il y a eu un but refusé, ça c'était énorme. Ah, c'était son match, j'avoue, d'une certaine manière. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, est-ce que nous, en France, on a le futur gardien de l'équipe de France ? Est-ce qu'on en voit un se dessiner ? Le Lyonnais, portugais, Non, lui il a dit. Hein. Ouais. Parce qu'il a été pris, mais il n'a pas joué, donc il peut encore. Mais même lui, il l'a dit, ce sera le Portugal. Sûr. Non, mais de toute façon, non. Ce qui est bon, lui. Non. Oui, pour le Portugal. Oui. Pour le Non, Portugal. c'est un bon gardien. Non, sérieusement, Sergio. Non, c'est pas un bon. Il est intéressant. Hein. Il a le niveau Ligue 1. Il est véloce, mais. Il n'a pas le niveau international. Ah bon ? Sur quoi vous trouvez pas Les sorties sont pas bonnes. Il est très bon sur sa ligne, quand même, mais il lui manque beaucoup de choses et surtout. Il est bon pour le Portugal. Je viens de penser à ce que je viens de dire là. Je viens de réaliser. Comment ça ? Non, franchement. J'avoue, j'étais là, j'ai vu l'action, c'était un tacle par derrière. Grave. Hein. Ce gardien, c'est lâche. C'est un bon gardien, mais il a aucune marge de progression, je trouve. Aucune. Je sais pas. Moi, j'aime bien ce joueur. Non, mais je sais pas que c'est un mauvais gardien, mais pour moi, il a aucune marge de progression. De toute façon, il a choisi le Portugal, donc. Ouais, il y a pas de débat de toute façon. Tant mieux, tu vois. Après. Ouais, parce que le Portugal, c'est pas comme la France pour les gardiens, il n'y a pas trop de. On a du mal à en trouver un. Nous, on a toujours eu des bons gardiens. Là, je trouve que il n'y a pas de jeunes gardiens qui se détachent. Il y a Areola, faut voir son évolution. Mais ce qui est bien, c'est que les gardiens ils peuvent durer. Tu vois, Lloris, il a quel âge ? Et tu vois, Coupé, il a atteint son apogée à 26-27. Avant, c'était un gardien moyen de Ligue 1. Tu vois, c'était pas non plus. Ouais, mais même 26-27, il est toujours sur le banc. Hein. Qui ça ? Coupé. C'est en équipe de France. Ouais, c'est à 30 balais qui reprend la relève. Oui, et puis pour quel résultat un gardien arrive à maturité quand même beaucoup plus tard. Tu vois, Lloris c'est un peu l'exception. Faut qu'il se barre. Non, le gardien arrive à maturité plus tard. Oui, c'est vrai que les gardiens ont une longévité de carrière plus importante. Bah ouais, mais c'est pas un poste que tu vas confier en équipe nationale à un gardien de 20 piges quoi. Il y a très peu de sélections qui donnent leur chance comme ça. Neuer, il a quel âge ? Il y a 25. Ouais, mais là tu parles d'un phénomène aussi. T'as un Neuer en France. C'est la question que je pose. Est-ce qu'on a un Neuer en France ? Neuer, déjà on a un au monde. Si t'arrives à trouver un autre gardien de non, regarde, Courtois, pareil, il est dans les 20 balais. Pour moi, Courtois, il est vraiment au niveau de Neuer. Et il joue dans une équipe plus fébrile, que déjà en sélection, il n'y a même pas de discussion entre la Belgique et l'Allemagne, mais même en club. Chelsea, c'est pas le Bayern. C'est sûr. Non, je trouve que au niveau gardien, il y a pas. Voilà, ces deux monstres-là, franchement, ils sont clairement au-dessus. Mais sur les nouvelles générations, il n'y en a pas encore un qui saute aux yeux, quoi. Tu vois. Et Sirigu. Non, mais Sirigu, pareil, en fait, c'est un très bon gardien, mais pareil, je pense qu'il a. C'est un bon. Il n'y a plus trop de marge de progression. Moi, je trouve même qu'il a régressé depuis son arrivée. Ouais. En fait, le truc, c'est que comme tu disais tout à l'heure, à Paris, il y a quand même pas grand-chose à faire. On va pas se mentir. Tu vois, il y a au final Paris très. Tu rigoles les champs. non, mais c'est en Ligue des Champions qu'il faut le juger. Au final, parce que quand tu parles de Paris, tu parles du club qui n'est pas à Paris. De quoi tu parles? Tu dis à Paris, il y a pas grand-chose à faire. À Paris, il y a des choses à faire. Non. À Saint-Germain, peut-être moins. Ah d'accord, oui. Oui, à Saint-Germain, oui, c'est sûr, du côté du centre Ouredou. C'est le camp des loges à jamais, et puis basta. Et du coup, non mais Sirigu, en Ligue 1, il n'y a pas trop de taf à faire. Et le problème en Ligue des Champions, c'est pareil. Quand il doit faire un arrêt, il le fait pas. Et à chaque fois, le truc, c'est on dit, ouais, mais c'est un but où il pouvait rien faire. Mais c'est ça le problème. C'est que sur les buts qu'il prend, il peut jamais rien faire. Ouais, enfin, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est le gardien en principe. Comme a dit Pelé, d'un des grands gardiens de l'histoire, Gordon Banks, il a arrêté un but que j'ai mis. C'est ça. Un excellent gardien, c'est un mec qui t'arrête un but. Et Sirigu, voilà, il doit progresser sur son jeu au pied, mais bon, il n'a pas l'air de faire beaucoup d'efforts là-dessus. Sur ses sorties aériennes, parce qu'il y a pas mal de buts qui sont concédés à cause de ça, parce qu'il sort pas. Tu vois, le but qu'il prend contre Chelsea, il peut faire un pas ou deux pour réduire l'angle. Mais il reste sur sa ligne, parce que c'est un gardien qui reste sur sa putain de ligne. Après, il est monstrueux sur sa ligne, mais du coup, ton angle de tir est beaucoup plus grand pour l'attaquant. Et tu as plus de chances de marquer. Facilité si monstrueux sur sa ligne, il serait resté sur sa ligne sur cette action et aurait arrêté la tête. Ouais, mais quand t'es sur ta ligne et que le gars il est à 2 mètres, bon. Ouais. Par contre, sur des frappes à l'entrée de la surface et tout, ouais, carrément. Mais bon, voilà, moi je trouve c'est que Sirigu fait pas la différence. Non. Si on veut passer un cap, tu vois, au PSG, s'ils veulent aller plus loin, tu peux pas gagner une Ligue des Champions avec Sirigu. Ça me paraît compliqué. On était quand même avant de parler du PSG sur l'équipe de France. Non, on parlait des gardiens là. Oui, justement. Les gardiens en France alors. Il n'y a qu'à prendre la nationalité française et puis c'est tout. Là par contre, on peut rebondir avec le PSG puisqu'Areola appartient toujours au PSG. Du coup, si Sirigu est pas si magnifique que ça, pourquoi mettons pas Areola dans les buts plutôt que d'aller chercher Lloris?
Je pense que... Construire un club, c'est ça aussi, c'est prendre des petits jeuneaux et de leur donner de la confiance. Ouais, parce que le Real l'avait fait avec Casillas, par exemple. C'est ça. Ouais. Prendre un petit jeune et lui dire, bon, parce qu'ils y croient pas. Pour moi, Loris, de toute façon, il va aller à Manchester. Manchester. Et parce que le Real veut absolument l'Espagnol, qui est très bon aussi d'ailleurs, Dorea à Manchester. Et du coup, Loris là-bas. Ouais. Ça aurait du sens. Ouais. Parce que quitter l'Angleterre pour revenir, c'est sûr, c'est le PSG, le projet est là, etc. Mais en général, les joueurs, ils veulent rester en Angleterre. Le projet est là. C'est ce qu'on leur dit quand on les achète. Quoi. Mais bon, à ce jour, il y a quand même plus de chances de jouer la Ligue des Champions avec Paris qu'avec Manchester, malheureusement. Ouais, mais quand tu joues dans le championnat anglais et que tu peux aller à Manchester... aujourd'hui, je sais pas. Mais je vois Loris à Manchester. Les joueurs sont pas si cons que ça. Je veux dire, t'as plus de chances de jouer la Ligue des Champions avec Paris, actuellement. T'as plus de chances, mais le club de Manchester a plus de chances d'aller en finale de Ligue des Champions, a plus de chances de t'apporter à ce jour, non. Après, par contre, à ce jour, ça fait 2 ans qu'ils sont dans le trou depuis le départ de Ferguson, mais avant ça, puis tu peux pas comparer Manchester à Paris. Ah non, mais je dis pas. Effectivement, en tant que joueur, si tu veux vivre le football, etc., évidemment, tu vas à Manchester, tu vas pas à Paris. Tu vas au Real, tu vas pas à Paris. Je suis d'accord avec toi, tu vois. C'est parce qu'effectivement. Être dans les couloirs de ce stade, dans ces vestiaires et rentrer sur le terrain dans ce magnifique stade qu'est Old Trafford. Théâtre des rêves. Bah oui, tu vois, il y a quand même il y a un passif, il y a une histoire. Old Trafford, Parc des Princes. Mais tu joueras pas avec Zlatan. Et puis c'est tout. Non mais tu joueras avec Falcao sur le banc. Avec Rooney. Rooney. Non, mais voilà, c'est une équipe qui est en construction. Donc s'il va à Manchester, il sait très bien que il va s'en prendre aussi 2-3. Ils sont pas non plus. Ils sont en construction. Peut-être que l'année prochaine, ce sera. Puis avec leur fameux droit, ils vont toucher le pactole, Manchester. Ouais, mais bon. La concurrence, elle est là. City est bien installé, Chelsea est bien revenu. Mais avec ce qu'ils vont palper avec les droits, ils seront au niveau budget de City. Pourtant, City qui est subventionné par les Émirats. Ouais, j'aimerais bien qu'ils reviennent Manchester, moi. Moi aussi. Revoir un vrai Manchester, un gros club. Ils se sont un peu plantés dans le recrutement, complètement même, avec Falcao, peut-être Di Maria aussi, qui a fait un bon début, mais, je suis pas fan de Di Maria. Ils recrutent ce qu'ils peuvent. Tu vois, moi, City, au départ, je trouvais ça intéressant, parce que City, c'était le club le plus populaire des deux Manchester. Et, c'est le vrai club de la ville. J'ai toujours plus d'attirance pour le vrai club de la ville, entre guillemets. Par contre, depuis qu'il y a un flot de pétrodollars qui est venu se greffer à tout ça, je trouve plus ce club aussi intéressant. Je trouve qu'il s'est un peu déconnecté de son histoire. Ouais, ils n'ont pas d'identité là. Actuellement. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec JB là-dessus. Manchester City, moi, ça m'inspire rien. Vraiment. Je sais pas, cette équipe. Ils ont construit une équipe à coups de millions, on va pas se mentir. Ouais, mais ça fait des années. Ça fait des années. Aujourd'hui, ils pourraient vraiment avoir quelque chose. Mais non, ça date pas d'hier. Ils ont été chercher Robinho, et puis par-ci, par-là. Je suis content d'avoir signé à Chelsea. Ouais, voilà. Alors lui, il s'est gouré en conférence de presse. Toi, tu repars en prêt, toi, dégage. Derrière, sa carrière à City, elle est déjà foutue. En faisant une erreur pareille, avant de commencer. Avec des roast beef, tu peux pas. Ah non, c'est clair. En plus, un Brésilien en Angleterre, c'est plutôt rare. D'ailleurs, un exemple, j'en cherche un là. On avait fait une spéciale sud-américain justement en Angleterre. Si, il y avait le mec d'Arsenal là, comment il s'appelait Gilberto Silva. Ouais, mais pas un milieu défensif, vraiment un créateur. Non, un créateur, non, il n'y a personne, je pense. Ronaldinho avait fait un faux plan la dernière minute. Il était parti, son rendez-vous, etc. était pris pour signer avec Manchester. Et puis après, finalement, il avait choisi le Barça. Ouais. Est-ce qu'il aurait eu cette carrière à Manchester? Je pense pas. On sait qu'ils ont du mal quand même. Il aurait réussi, je pense. Ça aurait été de loin le meilleur Sud-Américain de l'histoire de la Première Ligue, mais il n'y aurait pas eu l'ampleur qu'il y a eu au Barça. Non. Le Barça, c'était sa maison. Puis c'était son destin de rencontrer le Barça. Le jeu espagnol, le jeu italien, à la rigueur. Ouais. Il est fait pour les Sud-Américains. Le jeu anglais, il n'est pas fait pour les Sud-Américains. Puis il est arrivé au Barça, c'est à la meilleure époque, tu vois. Je te dis, lui, c'est son destin qu'il a rencontré au Barça, quoi. Tu vois. Je suis d'accord. C'était son histoire. Pas à Paris. À Paris, non. À Paris, il a quand même fait la connaissance. C'est son premier amour. Voilà. Tu sais, c'est la connaissance de Luis Fernandez. Ouais, et puis à mon avis, c'est là qu'il a découvert la vie nocturne sympathique grâce à Paris. C'est pour ça, c'est son premier amour. Oui, mais quel amour? Est-ce que c'est l'amour du club ou l'amour des soirées après? À Paris? Non, je pense qu'il aimait vraiment sincèrement, parce qu'en plus à l'époque il y avait encore quand même des supporters. Moi, je pense qu'à Paris, c'est complètement décomplexé par rapport à la barrière linguistique. Il s'est dit, si même les Français savent pas parler français, je peux y aller.
Ouais, parce qu'il jouait avec Fred Davis, c'est pour ça. Non. Il a quand même marqué. Non, parce que j'en parlais à Sergio tout à l'heure avant l'émission. J'ai quand même entendu Luis Fernandez parler de dominance. Paris a eu une plus grande dominance sur le... Ouais, mais Fernandez, il parle de joueurs avant de parler de joueurs. Donc forcément, il est moitié espagnol. Moi, je trouve que Laurent Blanc fait encore plus d'erreurs que Fernandez. Laurent Blanc, il parle un peu comme Sarkozy. Il y a énormément de fautes de syntaxe. Mais ça passe bien encore. Ça passe. Ouais, hier, il disait que la charnière Thiago Silva, David Luiz, ça l'a eu fait aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça l'a eu fait. Ouais, c'est sûr. Donc j'essaye toujours de comprendre, de déchiffrer. Ça l'a eu fait grave, mec. Parce qu'il y avait un morceau de touillette coincé dans sa bouche. Il faudrait mieux de se remettre au clope. C'est plus classe, à l'ancienne. Donc voilà. Alors on va attaquer la partie Ligue des Champions juste après cette nouvelle petite pause. Grandes équipes. Voilà, je lance le générique de pause tout de suite parce que là, on n'en peut plus. J'ai envie de prendre le mic. Participez avec nous sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous envoyer vos réactions, vos idées de thèmes. Si vous avez envie que nous débattions et nous interrogions sur certains aspects du football qui vous préoccupent, n'hésitez pas. Si vous avez envie de parler de votre vie sexuelle, passez votre chemin. Pas de racisme. No to racism. Cavani est contre. Ouais. Alors Cavani bien. Je déteste. Et nous sommes de retour dans l'émission Au-delà du ballon pour parler de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Alors nous sommes à la mi-chemin. Certains matchs ont déjà eu lieu, notamment ce superbe match Paris Saint-Germain-Chelsea au Parc des Princes. Avec du beau monde dans la corbeille. Il y a eu d'autres matchs. Dans les tribunes. Oh, on appelle ça la corbeille là-bas. Ouais. Le carré ultra VIP. Ultra, Jamel ultra. Et tout ça. C'est ça. Ouais, toujours. Jamel, Beckham. Il était juste devant Beckham, on aurait dit son fils. C'est ça. Jamel, tu sais, on dirait. Il doit avoir quoi? Il doit avoir 40 ans. Et il est dans le même état que Jean-Paul Belmondo. C'est ouf, hein. Tu le vois, le gars, on dirait un petit vieux, quoi. C'est vrai, je te jure. Hein. Ouais, puis même quand il parle et tout. Tu vois comment il a changé. C'est ouf. Il est transformé, hein, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a vendu son âme, ce garçon. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ouais. De toute façon, dans certains milieux, t'es obligé de la vendre, ton âme. Ouais. Ou ton cul. Ça dépend. Ton cul, ouais. J'allais dire. C'est clair. Pour avoir travaillé dans le milieu, je sais que c'est ça. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté. T'en as trop pris? Non, je devais trop esquiver. C'était plus possible. J'avais acheté un bouchon. Du coup, t'étais emmerdé. Tel qu'être serein, tu vois. Anonyme, mais serein. Bah ouais. Voilà. On est plus si anonyme que ça, puisqu'on est sur les ondes internationales. Exactement. À travers les fibres transocéaniques, nos amis américains peuvent écouter cette émission. Ils n'y comprennent rien. Parce qu'en plus, on parle de football. Soccer. C'est clair. Ils n'y comprennent rien. Mais nos amis brésiliens, ils comprennent un peu plus. Ah bah oui, évidemment. Ça leur parle. Ça leur parle. Les Japonais, c'est pareil. Plus ou moins. Presque. Alors, pour reprendre cette Ligue des Champions, le premier match que nous allons évoquer, c'est Paris Saint-Germain-Chelsea. Un match sur lequel moi je donnais pas cher de Paris. Peut-être parce que je les aime pas, mais bon. Ça aide. Il y a un peu de ça, c'est sûr. Un peu de haine, c'est vrai. Et surtout, Eden Hazard restera pour moi toujours... il est plus au LOSC. Hein, oui, il est plus au LOSC, mais j'espère qu'il va gagner assez de fric pour pouvoir racheter le LOSC à un moment donné. C'est dommage qu'il n'a pas joué le match aller contre Paris. Oh non, t'es très dur. Ouais. Pardon, si. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à 3 dessus systématiquement, donc même si tu t'appelles Eden Hazard, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, puisque je les mets tous les trois à la même échelle, tu ne peux pas réussir un match fabuleux si tu en as 3 sur le palto. Non, c'est vrai. Puis même, ils n'avaient pas l'intention de jouer à Chelsea, donc forcément, lui, il était là, il a fait quoi? Il a défendu, il a essayé. Voilà. Pour moi, Mourinho a dû lui dire à la fin du match, t'as bien joué.
Ouais. T'as fait ce que j'attendais de toi. J'en suis persuadé. Voilà. Et lui, il devait être dégoûté comme l'année dernière et lui dire on n'a pas joué au foot. On n'a pas joué au foot quand il a dit Chelsea n'est pas fait pour jouer au foot. Mais c'est exactement ça, parce que effectivement, Mourinho avait bétonné et Hazard était le seul à provoquer. Il y a personne qui le cherchait vraiment. Il y a personne qui. Il a tué 15 ballons. Ouais. Il y a personne qui est venu lui apporter du soutien quand il essayait d'attaquer ou de provoquer. Il était vraiment isolé, quoi. Diego Costa, Mourinho lui a dit tu t'essayes de mettre des coups, quoi. Tu vois. Il a pas réussi au final parce que David Luiz l'a étouffé. Si c'était dur pour Hazard, mais alors pour Costa, c'est clair. Dans ce schéma de jeu, quand t'es c'est une horreur quand t'es attaquant. Bah ouais, tu te fais chier. T'as des briques qui te tombent du ciel, quoi, et puis tu dois faire un petit peu. Voilà, c'est exactement ça. Démerde-toi. Drogba a vécu ça des années avec Chelsea. Ouais, mais bon, mais il était très bon pour ça. C'est pour ça qu'il aime tant Mourinho, Drogba. Ah ouais, parce que il correspond parfaitement. C'est un casseur de rein, très bon de la tête, surtout dans la déviation, etc. Donc il y en a dévié un paquet des ballons sur les tibias des autres. Alors c'était un match intéressant, où on a pu voir une équipe de Paris qui s'est sortie du cul, avec un Zlatan plus présent sur la construction du jeu, plus présent aussi sur les finitions, même s'il n'a pas marqué, un Cavani qui a réussi à marquer. C'est clair. Sur une tête où il est complètement démarqué. Alors, est-ce que c'est une erreur de marquage ou est-ce qu'il a réussi à se démarquer? Je ne sais pas. Non, c'est une erreur de marquage. Avec un formidable. Mourinho était dépité. Non, mais les gars, là, quand même. Pas ça, quoi. Ah ouais. Formidable centre. Un mais pas plus. Un mais pas plus. Un partout, c'est bien. Il est mauvais, mais il faut quand même le marquer, quoi. Je veux dire, on peut pas le laisser frapper. Non, mais c'est vrai. C'est ça qu'il y a dû se dire. C'est vrai. Avec sur un formidable centre de Blaise Matuidi. Ouais, très beau centre. On a beaucoup rigolé sur le style de Blaise Matuidi. Il avait fait une belle tête aussi. Un peu trop sur le gardien. Gardien exceptionnel qu'a été Courtois sur ce match. Il sauve quand même la baraque plusieurs fois, clairement. Il était présent, gros match. Ouais, très très grand match. Donc le résultat de parité un partout finalement est pas mérité pour Paris, qui aurait mérité un meilleur score au vu du match. Une courte victoire aurait été méritée. Ouais. Maintenant, en face, on a Chelsea avec toutes les armes qu'ils ont, toutes les qualités qu'ils peuvent avoir, avec le fighting spirit des deux axiaux anglais qui lâchent rien. C'est des morts de faim. Ils sont peut-être pas beaux, mais Cahill et John Terry. C'est sûr que c'est pas très beau. Ils sont moches, mais ils sont efficaces. La petite remise de Cahill, je sais pas si elle est totalement voulue, mais il y a beaucoup de réussite sur ce but-là. C'est un beau but, mais il y a beaucoup de réussite. Terry qui centre, Cahill qui dévie et Ivanovic qui marque, je pense que c'était un peu surréaliste comme situation. Mais là, tu marques beaucoup. Ivanovic, il marque les buts importants. Il marque beaucoup de buts, lui. Il est pas dégueu comme joueur. Non, c'est un bon joueur. Il est pas dégueu. Très bon défenseur. Justement, un peu mésestimé quand même, je trouve, parce qu'il est quand même là depuis des années et il tient sa position. Et surtout, il sait jouer central, il sait jouer à droite. C'est un bon petit joueur. Tu peux compter sur un mec comme ça, quoi. Il sera là. Il se trouve pas, il fait pas d'erreur. Il marque un but. Alors le but, on a dû regarder, je sais pas, 50 plans différents fournis par la télévision française concernant ce but, et on a eu du mal à voir vraiment tous les placements, puisque ces gens-là ne savent pas filmer le football. Aucun plan large pour avoir les placements, toujours des gros plans sur la gueule des mecs. Mais on finit par voir que là aussi, il s'agit d'une erreur de placement de David Luiz qui est bien trop portrait, qui se retrouve dans l'axe avec un Marquinhos qui est désaxé du coup, qui fait pas l'action de jeu qu'il faut pour marquer le bon joueur, avec un Cavani qui pourtant c'est ça tout le charme de Cavani, c'est qu'il est bon défensivement. Il devrait se reconvertir d'ailleurs latéral. Pas faux. Ça viendra peut-être. Qui sait. Qui remarque justement ce joueur esselé, mais lui doit venir au contact d'un joueur qui arrive de derrière pour éviter une frappe de loin. Et finalement, tout se déroule très très vite, donc c'est compliqué de pouvoir poser un jugement là-dessus. Ce ne sont que des faits. Mais est-ce que c'est niveau Ligue des Champions? Ce match-là Techniquement, oui. Dans l'intensité, non. Ça n'a pas été un match très très intense. C'est le match aller. C'est le match aller, c'est vrai. Bon, il y a quand même eu des sacrés duels dans le match, mais ça manquait de folie. Paris a essayé de temps en temps, mais en fin de compte, Chelsea n'avait pas envie de mettre de folie dans ce match. Mais non, donc, ils ont fait le match qu'ils voulaient, Chelsea. Ils ont vraiment fait le match qu'ils voulaient. Ils n'ont pas été décevants.
Non. C'est décevant forcément pour spectateurs neutres qui a envie de voir un gros match de Coupe d'Europe et voir du spectacle. Mais Mourinho, ce qu'il veut, c'est se qualifier. Donc après, il sait très bien qu'il va se faire tomber dessus avec les joueurs qu'il a, ça joue pas, etc. Mais lui, il s'en fout. L'année dernière, c'était le même débat. Et finalement, ils se sont qualifiés. C'est tactique, c'est vraiment un match tactique. C'est ça aussi la Ligue des Champions. On est qu'en 8e de finale. Le match retour, ça va être autre chose. Parce que le moindre... si Paris marque, par exemple, d'entrée, en début de match, forcément, tous les plans de Mourinho, ils sont chamboulés, etc. Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'il y a de la folie. Et c'est dans ce sens-là que le match aller, il ne peut pas avoir vraiment de folie, justement. Parce que même s'ils avaient perdu 2-1, on aurait dit c'est mérité, Paris méritait de gagner. Mais ça n'aurait rien changé. Chelsea n'aurait pas essayé de marquer un deuxième but en se découvrant un peu plus, etc. Ça va être au match retour, en fonction du scénario du match. Moi, je pense qu'on aura un match fermé. Tu penses que Mourinho va laisser l'initiative à Blanc au niveau tactique comme l'année dernière. Je pense qu'on aura un match fermé, parce qu'au coup d'envoi, Chelsea est qualifié, un partout, tranquillement. Paris va devoir marquer, ils vont se découvrir, et on sait que Mourinho il joue en contre. Et il a les joueurs pour. C'est là qu'Hazard il va se régaler dans les espaces, etc. Donc il y a de fortes chances, à moins d'un but en début de match ou dans la première demi-heure, d'avoir un match, ce qu'on va appeler un match ennuyeux en fait. Mais ça va être tactique. Et ça va être intéressant, comme l'année dernière avec Dembaba qui marque à la dernière minute, etc. La folie, elle est là. Il rentre, il met un vieux but tout pourri, rebondit 3 fois sur son tibia, tout ça, mais c'est la Ligue des Champions, surtout avec des entraîneurs comme ça. C'est pas la première fois qu'il en joue un des 8e de finale, il sait comment au début. Voilà, là t'es pas en demi ou en finale. En plus derrière le match, il continue le match en conférence de presse, il nous sort Paris a été meilleur et tout, mais il en pense pas un mot. Mais effectivement ils ont été meilleurs dans le jeu, mais c'est ce qu'ils voulaient. Là après sur l'aspect tactique de Paris, c'était à eux de faire le jeu et de mettre la pression sur Chelsea. Et c'est justement, je pense, c'est pour ça aussi qu'ils se prennent le premier but. Ils ont joué beaucoup trop bas en début, alors qu'ils devaient jouer haut pour mettre la pression sur Chelsea, pour les acculer, pour essayer de les forcer à jouer au football. Et ils ont joué beaucoup trop bas. Le but est symptomatique à ce niveau-là. David Luiz est trop bas. Du coup, si le milieu défensif est bas, la défense elle recule encore plus. C'est lui justement qui doit faire ça. Alors après, est-ce que c'est un manque de repères? Est-ce que c'est pas aussi non plus son poste naturel à la base? Le mec joue depuis le début de saison en axial. Et il décide au moment après c'est vrai qu'il y a une erreur. Il y a une erreur de marquage, mais c'est quand même, il y a beaucoup de réussite. Tu l'as dit, le centre, la déviation, elle est vraiment. C'est un peu au hasard. Bon, je mets mon pied là, on verra où elle va. Et puis il y a Ivanovic qui est là, il la place et ça fait but. Il y a toujours des erreurs sur des buts, forcément. Mais tout à l'heure, t'as dit avant qu'on enregistre, tu disais, t'as l'impression tous les ans que Paris que Chelsea va être prenable, mais en fait non, tu vois, c'est ce que lui il veut montrer, Mourinho. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Paris va peut-être se qualifier, mais moi personnellement j'y crois pas, mais c'était son plan, il se déroule comme prévu jusqu'à présent, en tout cas à Mourinho, je veux dire. Sauf un exploit en terre anglaise, ça va être quand même très compliqué. Stamford Bridge, c'est compliqué d'aller faire un exploit. Ça va être dur. Maintenant, il faut qu'ils reproduisent ce qu'ils ont montré là. Ils ont montré du jeu, Paris, ils ont quand même beaucoup d'occasions. Même si Courtois fait des beaux arrêts, il se peut qu'il y aura moins de réussite. Il y a beaucoup d'occasions. Moi, j'en compte que 3 vraiment importantes. La tête de Cavani sur le corner première mi-temps. Pour moi, elle va sur le poteau, elle rentre pas. Pour Amaury, elle va rentrer. C'est chaud quand même, quoi. Mais bon, c'est vraiment une action dangereuse qui peut se terminer au fond. La percée d'Ibra. Et la Vezzi qui tire sur un défenseur. Oui, derrière. Parce que là, ça doit rentrer. Alors là, c'est vraiment de la réussite aussi, de la défense. C'est dévié du tibia, après là, ça retombe sur son talon et tout. Normalement, ça rentre, quoi. Et après, c'est le pointard de Cavani. Ce sont les 3 actions qui auraient pu se terminer par un but. J'aurais rajouté la tête de Zlatan. Ça fait 4. La quoi? La tête de Zlatan. Elle est ratée, sa tête. Elle manque de puissance, mais elle est placée. Contrairement à celle de Matuidi. Les 2 têtes piquées qui sortent. La première. Pas la deuxième. Ça peut pas rentrer, pas avec Courtois au but, c'est impossible. Non, parce que ça manque de puissance, mais elle est quand même placée. Celle de Matuidi, elle est sur lui, tu vois. Mais c'est bien ce qu'on reproche à Ibrahimovic, justement. Même s'il fait un bon match, il doit la mettre, celle-là. Je suis d'accord. En Ligue des Champions, il doit la mettre et il la met pas. Si tu prends un excellent gardien comme Courtois, le fait de piquer la balle, normalement, ça te déstabilise. Le gardien lit moins bien la trajectoire, mais il abourine tellement sa balle que tu sais qu'elle va forcément monter. Il a juste à plonger et à faire sa claquette. Il la pique trop et surtout sur la première tête, il saute trop tôt. Alors c'est ce qui lui permet aussi de gagner le duel, mais il saute trop tôt. Alors du coup, quand t'es en descente, tu peux mettre moins de force, très logiquement. L'année dernière, il était pas là. Au match retour.
Ibra. Je crois qu'il était suspendu ou blessé. Blessé, je pense. Là, c'est le début de présent. À lui de montrer enfin, parce que c'est là qu'on l'attend finalement. C'est là qu'on l'attend. C'est ça pas fait 10 ans qu'on l'attend. C'est toute la problématique de Zlatan. C'est en Ligue des Champions, ça a toujours été décevant. Maintenant, peut-être que ça va être le déclic. C'est maintenant ou jamais. Hein. Ouais, je pense. Ouais, parce que lui, ça va être vraiment la fin, je pense, bientôt. Il y a des chances. Ça m'étonnerait pas qu'il parte d'ailleurs. Fin de saison Peut-être pas en fin de saison. Il va faire encore une année après. Peut-être. Non, je pense qu'il va finir sa carrière là. Non, il finira aux États-Unis ou un truc comme ça. Lui. Ouais, tu penses? Ouais, c'est sûr. Non, je crois pas qu'il va terminer là. Il va partir même à 36, 37. Voilà. Ça fait quand même 5 ans qu'il dit qu'il veut arrêter le football. Ah ouais, mais de toute façon, il s'en fout complètement, lui. C'est aussi le problème. Là, c'est parce qu'à Paris, on lui a donné des responsabilités en plus d'être joueur, tu vois. Quelle responsabilité un joueur peut avoir en plus que d'être responsable sur le terrain? De représenter complètement le club et le projet qatari. Ouais, c'est la tête de gondole du PSG. Il a investi aussi d'une certaine manière dans le club, c'est-à-dire sur tout l'aspect communication, etc. C'est Zlatan, on lui a donné les clés de l'équipe. C'est la crédibilité du club. Ah oui, je suis pas sûr qu'on lui ait donné les clés. Il les a prises en tout cas, tu vois. Ouais, voilà. Pour moi, si. T'as un mec qui a voulu se faire plaisir en prenant un des top 4 mondiaux au niveau attaquant, il a pris Zlatan. Il s'est fait tellement plaisir avec ça qu'il s'est plus senti pisser. Et puis, résultat des courses, le mec a une aura incroyable sur le club. Mais quelle responsabilité il a? Il a aucune responsabilité, c'est un joueur. Oui, c'est un joueur, mais... C'est un joueur à qui on dit, tu vas aller faire une pub pour Nivea à la con, parce que c'est partenaire du club. Non, mais c'est comme Beckham. Tu vois, quand Beckham, ils le prennent, c'est pas pour ses talents de footballeur, en fait. C'est pour la vitrine. Tu vois, comme tu dis, son aura. Alors, c'est... Voilà, comme je pour les photos, la crédibilité, ça fait parler. Ouais, bien sûr. De rien. Au-delà du joueur, c'est ça. C'est comme Cristiano Ronaldo, tout ça, c'est une marque. Beckham, ils le prennent pour 6 mois. Pour faire parler du club. Ça fait parler du club. Ok, mais ils attendent pas de Beckham qui fasse du résultat. Zlatan, on attend qu'il fasse du résultat. Avant tout, je suis d'accord. Ronaldo, c'est pareil. Je suis d'accord avec toi. Quand le Real le prend, ils le prennent pas pour se dire. C'est bien, tu vas vendre des maillots, tout ça, mais avant tout, on veut que tu nous fasses gagner des trophées. C'est les deux. Au final, Zlatan a fait gagner des trophées à Paris, mais ce qu'ils attendent, c'est avec les champions. On est d'accord. Quel trophée Zlatan a fait gagner à Paris Ligue qui n'aurait pas pu gagner sans Zlatan? Sans Zlatan, ils n'avaient pas gagné le championnat. Il avait perdu contre Montpellier. Ils auraient pris n'importe quel. Ils auraient pris. Ah ouais. Comme quoi? Non, mais si, c'est vrai. Non, mais cette année-là, le championnat, c'était. Non, mais c'est la Ligue des Champions, c'est tout. C'est ce qu'ils veulent. Même s'ils disent la priorité, c'est la Ligue 1, mais c'est des conneries. On n'en croit pas un mot. C'est la Ligue des Champions, évidemment. Donc, peut-être le déclic contre Chelsea, ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Un petit prono pour ce match retour? Un petit PSG Real ou Barcelone, ça serait beau. Un prono pour ce match retour? Je vois mal Paris gagner quand même. Moi je vois un match nul après, je sais pas ce que ça va être. Non, je vois pas un match nul, mais je vois une victoire de Chelsea. Ouais, moi aussi, 1-0 pour Chelsea. Voilà, j'ai eu but de Raccro. À la fin, quoi. Parce qu'ils vont pas vouloir bétonner vraiment au point de regarder le 0-0. Les 10 dernières minutes et tout, ils vont être. Ça va être compliqué. Non, je vois 1-0 pour Chelsea. Puis ils ont aussi des armes offensives. Parce qu'on parle beaucoup de la défense, mais s'ils veulent jouer, ils peuvent. Mourinho, c'est aussi que, ok, faire un 0-0, ça te qualifie, mais que c'est hyper risqué de faire un 0-0. Je pense qu'ils vont vouloir marquer, fonctionner en contre dans les 30 premières minutes. Si le contre ne fonctionne pas, construire le jeu. Puis l'année dernière, ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché contre Paris. Mais derrière, il a voulu faire la même chose contre l'Atlético, en refusant de jouer, etc. Et puis le match retour, il se fait bouffer. Il perd 3-1 ou 3-0, je crois. Là, il peut pas parce que ça peut être le même scénario. À vouloir absolument tout maîtriser, on peut pas maîtriser. Une frappe déviée de Matuidi, ça peut aller au fond. Et derrière, je pense qu'il va vouloir marquer. Surtout pour Matuidi. Mais non, c'est pour ça que je dis dévié, comme ça il marque. Est-ce que Mourinho quelque part commence pas à ne plus être dans le coup tactiquement? Non, je crois pas. Au contraire, ce match aller, il montre vraiment le. Après, c'est le PSG. Voilà. Faut voir s'il fait ça contre le Barça, s'il affronte le Barça ou le Bayern. Va falloir voir les choses autrement pour lui parce que ça tiendra pas. Moi, je dirais pas qu'il est plus dans le coup, mais par contre, il a plus de nouvelles recettes. Tu vois. Mourinho, maintenant on le connaît par cœur, il fait du Mourinho et il prend plus de risques. Et en même temps, qu'est-ce qu'il peut faire de plus que faire jouer Diego Costa arrière droit? Il a déjà fait avec Eto'o, avec l'Inter. On connaît son truc et même lui, tu vois, tu le sens que maintenant il est beaucoup plus serein en fait. Il connaît bien le football, il connaît bien sa vision des choses. Et elle marche. Chelsea et voilà, il est en tête de Première Ligue. Ils sont encore en Ligue des Champions. Voilà. Est-ce qu'il est encore capable de nous surprendre? Peut-être. Mais bon, ça fait un moment qu'il nous a plus surpris.
compris. Mais ta question, elle est légitime, hein, parce que ça fait 2 ans qu'il a rien gagné. L'année dernière, il a rien gagné. La saison précédente avec le Real, il avait rien gagné non plus. Là, cette année, bon, il est leader en première ligue, mais il faut voir s'ils vont aller au bout. Je le crois, mais. Il a pas gagné le titre L'année dernière, avec le Real. Non, la dernière saison, il gagne rien avec le Real. Ouais. Donc, la question, elle est légitime, elle se pose. Pour moi, il n'y a pas du tout le meilleur effectif d'Europe. Loin de là. Chelsea, c'est une belle équipe, mais c'est pas non plus une machine de guerre. C'est pour ça qu'ils sont à la portée du PSG. C'est une machine bien huilée en tout cas. Ouais, c'est bien huilé, mais sur le papier, je suis désolé, le Barça, le Real, le Bayern, c'est au-dessus. Et le PSG, ils sont pas ridicules, hein, même au niveau de l'effectif, à côté de Chelsea. Ouais, clairement. Alors, c'est largement comparable. Passons à ce second match. Shakhtar Donetsk, Bayern de Munich 0-0. J'aimerais bien qu'ils sautent le Bayern. Ça va être chaud. Ça va être compliqué, mais ils n'ont pas marqué là-bas. Ils n'ont pas marqué. Ouais, mais bon, j'ai pas vu le match. J'ai pas vu les moi images, non plus. J'ai même pas ça vu paraît les stats. difficile. C'était un match pourri. Moi, j'ai vu un résumé. Ouais. Apparemment, il n'y a rien eu. Il y a eu beaucoup d'embrouilles avec Ribéry. Ils ont essayé de le chauffer. Ça a marché. Trouver la faiblesse. Mais non, c'était un match assez ennuyeux. Mais bon, le Bayern va passer. Enfin, moi, mon prono, c'est Bayern. Mais je suis pour le Shakhtar. J'espère me tromper. Le pire scénario pour le Bayern, c'est si le Shakhtar marque d'entrée. Ça leur mettrait la pression. Tu vois, ça leur mettrait la pression. Parce que c'est quand même une belle équipe, hein, Shakhtar. On n'en parle pas, elle n'est pas très médiatisée, mais c'est quand même là depuis un moment. Et ils sont en Ligue des Champions. Puis moi, je peux plus voir des Allemands gagner, ça me. Donc toi, pareil, et pronostic pronostic, même si je le fais de manière logique, victoire du Bayern. Si je le fais de manière logique. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'ils passent pas. Mais s'ils passent pas, la saison elle est finie, ils sont en vacances. Parce que tous les week-ends c'est 8-0, ils ont encore mis 6-0 ce week-end, c'est juste, mais ce championnat c'est incroyable. Donc s'ils passent pas, parce que c'est pareil, leur objectif c'est la Ligue des Champions depuis le mois de septembre, ils sont déjà champions d'Allemagne. Et tu sais, la Bundesliga, moi, ça me fait penser à quand tu joues à un PES ou un FIFA au niveau facile. T'as les Game Master quand t'as eu les meilleurs joueurs. Au bout d'un moment, tu te fais chier. Non, mais tu mets des tolls et tu te dis. Pourquoi je joue quoi. Ouais, non, mais exactement. Le Bayern, c'est ça tous les week-ends. C'est ça. Non, je pense qu'ils vont quand même ils vont passer sans trop de difficultés. Alors, troisième match, encore du teuton. Schalke Real. Bon, là, 2-0 pour le Real. Là-bas, il n'y a plus de match, c'est déjà plié. Enfin, le Real, clairement, l'un des favoris pour le titre. Là, la question, c'est est-ce qu'Ancelotti va faire tourner un peu ou... Je crois pas. Je pense pas. Non, je pense pas qu'il va mettre l'équipe type. Ils ont eu quand même chaud à un moment. Ils gagnaient 1-0. Il y a eu une frappe sur la barre d'un joueur. Tu l'as vu, non? Ouais, je l'ai vu. Sur une remise magnifique. Ça méritait d'être au fond. Et derrière, ils se prennent le 2-0 sur un très beau but aussi de Marcelo. Mais ils sont un peu moins bien, le Real. Maintenant, ils sont vraiment moins bien depuis qu'ils sont revenus de vacances. Ils ont eu de la chance que le tirage, ça soit Schalke. Parce que si là, ils jouaient Manchester City ou même la Juve ou un truc comme ça, ils auraient galéré. Parce qu'ils sont vraiment moins conquérants et moins... Ils maîtrisent moins leur sujet qu'il y a quelques mois. Donc là, ils ont le temps de se refaire un petit peu une santé. Bon, là, contre Schalke, c'est quand même suffisant. Quoi. Donc, c'est quand même incroyable parce que cette équipe du Real proposait un niveau de jeu assez exceptionnel en première partie de saison. Et là, grand écart. Et tout le monde disait Ancelotti, Bale, machin et tout. Et là, d'un coup, c'est vraiment c'est le soufflet inverse. Les 2-3 mecs clés de l'équipe qui... Un peu moins bien. Et le grain de sable. Quand les cadres lâchent, c'est sûr que c'est plus Ronaldo qui pleure sa dulcinée. Non, mais Ronaldo, la première partie de saison qu'il fait, c'est un Gareth Bale qui est enfin il est obligé de baisser quoi. C'est vrai. Gareth Bale, lui, il se fait vraiment critiquer à juste titre quand même, je trouve. Il est vachement perso. C'est incroyable. Il fait toujours les mauvais choix. Il n'y a pas de pied droit du tout. Du coup, il galère. Il est extrêmement stéréotypé dans son jeu. Lui, tu vois, tu parlais de marge de progression. Lui, il n'y en a aucune. Voilà, lui, il y en a plus. Il est au taquet. L'année dernière, il a fait sa meilleure saison pour Montréal. Après, ça va être compliqué. Sergio Ramos qui se blesse. Ça, c'est un coup Pépé aussi, ils l'ont eu blessé pendant un moment. Casillas qui est vraiment fragile quand tu vois le premier but contre Atletico. Et lui dit qu'il n'y a pas d'erreur de main. Non, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma faute. Elle était trop forte. Donc il assume pas derrière. Bon, il y a Modric qui va revenir parce que c'était quand même le joueur aussi du milieu de terrain avec Kroos. Là, il va revenir de vacances, mais non, de blessure. Isco qui est pas mal quand même. Isco, il a eu du mal à sortir du Real, mais.
Il est pas là, ça mauvais. commence à être... Non, c'est un super joueur. Après, vu la. Surjoue aussi un peu des fois. C'est ça en fait. Vu le jeu du Real, il y a du mal à s'intégrer dedans parce que c'est le genre de mec tu dois lui donner les clés et tu peux pas lui donner les clés au Real, c'est pas lui qui les aura jamais. Non, tu te dis, c'est un vrai bon joueur. S'il simplifie son jeu et qu'il essaye de rentrer dans le moule un peu Modric, Kroos, il peut avoir une belle carrière au Real. Sinon, ça va être compliqué. Alors ensuite, nous avons Basel, Porto, FC Bâle. Ouais. Un partout. Théoriquement, je pense que ça va s'arrêter là gentiment pour les petits Suisses. Hein, mais... Ouais, bah, le coach de Bâle connaît bien Porto. Hein. C'est Paolo Futre. Donc, Futre ? Futre, ouais. Je sais que t'aimes ce mot. Il les a foutrés. Non, ça peut être une pièce futrée. Mais attention, le traquenard quand même. On sait jamais. Bah, pour moi, Porto va quand même passer, mais ça va pas être simple non plus. Quand même. Après, faut voir parce que c'est comme ça qu'ils ont réussi à niquer Chelsea, etc. C'est quand même une équipe qui est finalement assez solide, qui propose pas de jeu et on l'a vu, ils ont marqué une occasion, un but. S'ils font la même chose à l'aller qu'à l'aller, pourquoi pas faire douter Porto. Après, les plier non, mais faire douter Porto, pourquoi pas. Mais j'ai quand même du mal à. Non, Porto en quart. Bon, ils vont sortir en quart, mais. Bah, ça dépend. Hein. S'ils jouent Monaco, qui aura éliminé Arsenal. Et je crois pas. C'est possible. Même Arsenal, c'est jouable pour eux. Ouais. On va y venir. On va y venir, mais avant ça, ce qui est l'affiche de ces huitièmes, City-Barça. Barça-City. Qui va se dérouler là cette semaine. Donc on va faire un pronostic sur le match. Il s'est affronté en quart l'année dernière. Ouais. Non, en huitième. En huitième. Je pense en huitième aussi. Je sais plus. C'est la revanche. Non, c'était en huitième. Ok, donc c'est vraiment la revanche. Pour moi, ça ne fait aucun pli, surtout avec la forme du moment du Barça. Ouais, je vois Barcelone aussi. Ouais. Là, c'est le match aller à Manchester. Pour moi, ils vont en mettre 2 là-bas déjà. Il a fallu quelques mois pour que les 3 là devant ils s'éclatent. Bah, surtout les 2. Hein, parce que vraiment, Messi, Neymar. Bah même Suarez. Il a bien de ses buts la dernière fois. Son ciseau, là. Bicyclette. Là. Ça, c'est beau. Carrément. J'aimerais Sur... tellement voir Cavani faire ça. Il essaye, hein. Je l'ai déjà vu faire. Bah, il a essayé contre Chelsea. Oui. Il a essayé, il a même pas touché le ballon. Il a beau geste. Je me suis dit, ça y est, à partir de là, il va faire un match pourri. Il va perdre confiance. Mais non. Mais bon, moi je trouve. Il s'est senti pousser des ailes. Il s'est dit, allez, je tente des trucs improbables. Il a pris la confiance, il avait marqué. Donc pour moi le Barça, et je pense même à un gros Suarez. Avec son retour en Angleterre, il s'est éclaté là-bas pendant des années. Moi je suis d'accord avec toi, je vois le Barça. Avec un gros Suarez, je pense que ça va le faire. Je vois même le Barça peut-être la gagner cette année. Donc, vraiment, ouais, carrément. Ouais, ils sont chauds là, ils sont vraiment... Là, il y a une cohésion devant. Ce serait une superbe performance. Ouais, je sais pas. J'y crois pas trop en Barça. Ça va être compliqué parce qu'en face il y a du client, mais. Ouais. C'est sûr qu'ils reviennent mieux, mais on l'a encore vu là le week-end dernier. Ils sont quand même capables de passer au travers, quoi. C'est clair. Donc ils prennent un but en début de match, ils n'arrivent pas à revenir. C'est incroyable. Non mais c'est ça en fait. À la maison. Je pense qu'il y a quand même un problème de confiance. Ouais, je sais pas si c'est de la confiance. Je pense aussi que les mecs. S'en tapent un peu, tu crois. Ou alors ils préparent avec des champions. Ouais, c'est ça aussi. Ils savent qu'il y a une grosse échéance qui arrive. On sait que les matchs avant et après les champions. Même en préparant, ils doivent quand même battre Malaga. Même s'ils ont la tête ailleurs, comme on dit, etc. Ils doivent quand même battre Malaga. Bah, peut-être même justement, là, à la rigueur, mettre les seconds couteaux, voir ce qu'ils peuvent donner. C'est dur. Je sais pas. Moi, je vois quand même le Barça, mais c'est compliqué parce que ils perdent contre le Real en championnat. Contre l'Atlético, ils galèrent quand même à chaque fois le Barça. Moi, je trouve que dans les gros matchs, contre les gros, voilà, c'est ça. Contre les gros. Mais Manchester City, est-ce que c'est vraiment un gros ? Je sais pas. Sur le papier, oui. Ouais, sur le papier, mais en Ligue des Champions, on attend toujours. En Ligue des Champions, non. Parce qu'on critique le PSG en Ligue des Champions, mais Manchester City pendant 2 ans, ils n'ont pas passé le premier tour. C'est exactement et rigoureusement la même chose. C'est la même équipe. Ça fait plus longtemps encore qu'ils ont de l'argent. Voilà, eux, ils ont encore moins d'excuses. Ils n'ont jamais eu l'écart. À la différence que là, pour eux, ça coûtait trop cher d'acheter un club dans la capitale, donc ils sont allés au nord, là, à Manchester, pour acheter un club. Un club qui avait pas. Ça va, ils ont bien dépensé sur le marché des transferts. Ouais, ils ont bien largué. Il n'y a pas de DNCG en plus, donc ils sont tranquilles. De toute façon, c'est le projet d'investissement, si tu veux, qui moi m'a un peu choqué avec Manchester City, parce que bon, tu rachètes City. Ok, c'est un club qui a une histoire, mais pas d'histoire récente. Ils venaient de remonter en Première Ligue il y a quelques saisons.
Bon, ils n'étaient pas fabuleux. Il y a 10 ans de ça, Sibierski jouait à Manchester City, quoi. Faut quand même en parler. On peut c'est vrai, quoi. C'est vrai. C'était l'attaquant du club, donc c'est là où. Non, il n'y avait rien. Ah ouais, c'est comme à Paris, tu vois. Il y a 10 ans de ça, t'étais avec Amara Diani, quoi. Donc, ça jouait le match. Hein. Voilà. Tu le kiffes, Amara. Oui, je l'aime pour ses défauts. Voilà. On apprécie les gens pour la qualité. C'est un romantique. Ah oui. C'est dire que tu l'aimes beaucoup. Je mourrais malheureux, c'est pour ça. Le match qui suit, la Juve contre le BVB Dortmund. Alors c'est là qu'on va voir si Dortmund est capable de sortir les doigts du cul. Parce qu'en Bundesliga, je sais pas ce qu'ils font, mais ils sont loin. Et c'est là qu'on va voir si la Juve peut gagner un match sans payer le match. Moi, je vois le Borussia. Ah ouais. Ah, t'y crois? Moi, je pense que en Ligue des Champions, je sais pas. Et je pense c'est que leur compète, ça. Et la Juve, la Juve, ça reste. De manière générale, les clubs italiens en Europe font plus rien. Depuis quelques années, c'est catastrophique. Hein. Y a pas. De toute façon, il y a qu'à voir. Là, t'as quoi? T'as qu'un club italien. Puis ils ont plus que ça à jouer et le maintien. Donc ils vont tout donner, le Borussia. Pareil, en quelques années, je veux dire, en 10 ans, on est passé à une finale 100% italienne à un club en 8e de finale. Quoi. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou. Mais comme quoi, ça peut aller très très vite. Quoi. En finale, les rouages. Et pourtant, on a encore 2 clubs français. Oui, non, mais c'est pour ça. Le championnat de France, déjà, s'il n'y avait pas eu ces investisseurs, il ne serait pas là, ces clubs français. C'est sûr. Tu vois. C'est sûr. Même si, Monaco, le projet a un peu changé, mais au final, il y a quand même un minimum d'investissement. Il y a certains joueurs qui sont là et qui peuvent jouer cette compétition grâce à ce Russe qui investit des millions. Mais là, moi, je vois la Juve passer. Ouais, ça fait trop longtemps qu'ils échouent. Moi, c'est quand même le même groupe. Me dis que Dortmund, pour sauver leur saison. Mais justement. Ils maintiennent encore, bien sûr. Ils doivent se concentrer quand même là-dessus s'ils ne veulent pas jouer en Ligue 2. Je peux comprendre que ça peut être leur bouffée d'air frais, mais. Je sais pas. Non, j'ai quand même du mal à voir Dortmund passer ce cap. Quand même. On verra bien. Moi, je vois quand même les Allemands. Faut voir la marche qu'a la Juve après le match aller, en fait. Ouais. Parce que c'est sûr que le match retour au Westfalenstadion, ça va être un peu. Compliqué. Et enfin, non, c'est pas le dernier match, mais c'est l'avant-dernier. Arsenal-Monaco. Les Gunners, pour moi, même si. Moi, je miserais bien sur Monaco. Très honnêtement. Monaco aussi, ouais. Allez, coup de folie. Ça va être compliqué, ça va être vraiment difficile. Ouais. Mais pourquoi pas, on va voir ce qu'ils ont dans le froc, là. Moi, je vois un match nul à Londres et retour 1-0 pour Monaco. Moi, je vois bien un 0-0 à Londres et 1-0 à domicile pour Monaco. Dans la grande tradition de. Je pense qu'Arsenal va prendre un peu trop de Mesut Ozil. Du coup, ça va pas aller. Il est revenu de blessure, malheureusement pour eux. Carrément. Et du coup, ça va moins bien. C'est ça. Tu vois. Ouais. Non, Monaco, c'est un pari parce que c'est sûr qu'Arsenal, ils partent quand même favoris largement. Mais ils ont fait quoi cette année, Arsenal, franchement? Est-ce qu'ils ont démontré. Ils sont favoris contre Monaco, naturellement. Si jouait la Juve, ça serait un autre discours. Franchement, ils sont favoris parce que c'est Arsenal. Mais si tu prends l'effectif, etc., il n'y a rien de. Ils ont un plus bel effectif que Monaco, déjà. Ouais, c'est sûr, mais après, c'est des noms parce que, Mesut Ozil, ça peut paraître prestigieux comme ça, mais. Giroud, aujourd'hui, Sanchez. Pour moi, le vrai danger, ça va être Sanchez. Même si Sanchez est nettement moins bon maintenant. Pareil, il est bon, il en met 2 contre Bolton. Je veux bien. Ils vont à Arsenal, ils sont moins bons quand ils vont là-bas. C'est ouf. C'est dingue, hein. Parce que Sanchez, c'est un super joueur, vraiment. C'est clair. Non, mais s'ils arrivent à étouffer. S'ils arrivent à étouffer Sanchez et qu'il n'y a aucun ballon pour la tête de Giroud, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Tactiquement, ils sont disciplinés, ils sont bons. Monaco, c'est pour ça qu'ils vont poser des problèmes. Arsenal, ça va leur faire bizarre de jouer contre une équipe où il n'y a pas d'espace, je peux te dire. Donc je vais tenter une transition. Il y aura du monde dans le stade quand même. Plus que des invités, mais. Il n'y aura pas d'ambiance, mais il y aura du monde. Je vais tenter une transition, donc la Mesut Ozil par les laboratoires Wenger. Oh, joli. Ah oui. Qui nous amène au dernier match. Joli. Bayer. Leverkusen, Bayer comme les laboratoires Bayer. Sponsor du club. Voilà. Contre l'Atlético. Bon, alors là, pour moi, ça ne fait pas un pli. Atlético. Avec du mal. Oh non. Ah ouais, contre Bayer. Ouais, avec la difficulté. Ouais, je pense que c'est l'un des matchs où il y a le moins de suspense, je trouve. Moi, je pense qu'ils vont galérer. Ah ouais, parce qu'on parlait de Mourinho tout à l'heure. Maintenant, l'Atlético, on les connaît aussi, tu vois. Et dis ça Ancelotti. Et ils sont moins bien. Ouais, non, mais le Real, franchement, même Elche, ils auraient battu le Real. Ils sont pas bien, vraiment. 4-0, c'était trop facile pour l'Atlético. Ouais. Je vois l'Atlético, bien sûr, mais pour moi, ils sont vraiment moins bien cette année. Et puis, on les connaît, mais t'as beau savoir que les mecs, ils vont être au taquet et qu'ils vont se battre.
il n'en est pas moins qu'ils vont être attaqués, qu'ils vont se battre. Et donc il va falloir, falloir l'encaisser. Ils Ça. sont bons, mais ils vont galérer. Je le sens, tu verras, ils vont galérer. Ils vont même pas gagner le match aller là-bas en Allemagne. Ah ouais. Ah, carrément. Ouais, je suis un fou. Ils vont même pas gagner. Je suis un ouf, moi. C'est un que d'un. Non, non, moi je pense que ça va vraiment couler. Tranquille, Ouais, toi. moi pareil. Moi je crois pas, non. Ouais. Ouais, je À pense voir. que non. Pas oublier que Paris, il les a quand même laminés, le Bayern l'année dernière. Donc, Et si tu fais un rapport, c'est les lois du football. Hein. Atlético, PSG. non, mais le Bayern Atlético. contre une grosse équipe, voilà, même en championnat, ils se sont fait dérouiller par le Bayern. Ouais, donc, ils vont galérer, tu vois. Ouais. On en reparlera. Après, c'est sûr, c'est avec des champions, c'est autre chose. Hein. Puis ils ont peut-être accumulé de l'expérience, comme on dit. Ouais, et justement, Ça reste une n'a rien à qualification voir, de match. Mais je voudrais juste revenir sur Marseille. Parce que toi, tu mets beaucoup donc, sur l'aspect physique, sont fatigués, usés, etc. L'Atlético, c'est exactement la même chose. C'est une équipe qui donne énormément, qui court beaucoup, très agressive, qui font un pressing. Ils ont un peu plus de profondeur de banc. Incessant. Et ils ont des meilleurs médecins. Alors, donc dans ce cas-là, c'est le staff alors. Ouais. Parce que c'est Ou le exactement cheval. la même équipe Cheval. en meilleur. Place à tas de cheval. Mais ils sont exactement pareils et eux ils tiennent le coup et ils jouent beaucoup plus que Marseille parce qu'ils sont là en Ligue des Champions, ils sont plus en Coupe d'Espagne. Bon, déjà il y a le placenta de cheval et ensuite comme je l'expliquais tu pourras retrouver ça dans Science et Vie Junior par le docteur Filatier sur le miasme en France qui empêche de jouer plus d'un match par semaine. C'est une étude très complète dans Science et Vie Junior. Ça va être le climat continental français, je pense. C'est ça. pas adapté au football. C'est le fromage. C'est le fromage, tout simplement. Le fait que tu aies des fromages qui soient pas hermétiquement fermés en supermarché, ça met des spores dans l'air et ces spores empêchent de jouer plus de 3 jours d'affilée. Enfin, plus de 3 matchs dans la semaine. C'est une étude très sérieuse. Très sérieuse, ouais, c'est pas des conneries. Ouais. C'est dingue. Hein. Et c'est pour ça que les Pays-Bas sont pas terribles non plus parce qu'ils ont aussi du fromage. Et que les Italiens... Moins fermentés. Moins fermentés. Les Italiens, eux, par contre, ils sont capables de te sortir des fromages qui ont 2000 ans. Complètement cons, les mecs. Ils font, ah, c'est mon fromage il y a 2000 ans. Ouais, je vais pas le bouffer, ton fromage. Hein. T'as jamais vu ? T'as vu où ils s'en sont ? Ouais, voilà. Ils sont dans le dur aussi. Ils sont dans le dur. Si vous voulez vivre sainement, il faut manger du cheddar anglais. C'est tout. Oui, si on peut appeler ça du fromage. Eux l'appellent comme ça. C'est une préparation à base de lait de vache, effectivement. C'est un autre débat. Oui, nous ne ferons pas de débat culinaire autour de la gastronomie anglaise. Bon, et toi, le favori, c'est Barcelone, alors là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est l'équipe la plus en forme. Je pense qu'ils vont miser. C'est une équipe de toute façon qui joue toujours la Ligue des Champions à fond. Ça reste leur priorité. Ils ont le talent devant, Messi, Neymar, ils sont vraiment en train de. Ils se trouvent facilement, ils sont à l'aise. Maintenant, Neymar aussi, il faut voir en Ligue des Champions ce que ça vaut réellement. Même si je pense que ça devrait aller. Ouais. Mais ils sont favoris à l'heure actuelle. Le Real, c'est incroyable comment ils sont moins bien. Il y a 2 mois, j'aurais dit le Real largement favori. Ah bon, au début de saison, c'est clair. Mais là, ça peut être une finale Barcelone-Real. Donc ils vont paumer leur saison sur une histoire de cul de Ronaldo. C'est possible. Ouais, peut-être. De toute façon, on sait que l'aspect mental dans le sport, et pas que dans le football, il est important. Et on sait que la force de Ronaldo, au-delà de sa technique, sa puissance, etc., c'est son mental qui est. C'est un battant. Enfin, il est courageux. Il travaille énormément. Un petit coup de blues. C'est comme nous dans notre travail également, on est moins performants aussi. Je l'imagine vautrer sur son canapé en train de bouffer des donuts. Ouais, non, c'est ça, manger des Cheetos. Ouais, devant Windows Stress en Espagne. Avec une Bud, ouais. Non, ça. Mais on voit, on le connaît pas, mais on voit sur le terrain effectivement qu'il est pas. Non, c'est la Mao, c'est ça ? La Mao, c'est quoi ça ? Tu sais, le sponsor que tu vois partout. Une bière, sur Everton et tout là. Ouais, je vois. C'est Mao, je crois, comme ça. Non mais il est pas bien, donc d'ici là peut-être que ça va s'arranger, qu'il va reconquérir. En tout cas, il doit pas avoir de difficulté à. Ça paraît un peu plus ouvert. À serrer. Je pense mais bon, je m'en fais pas pour lui. C'est ce que c'est Sergio. Après, peu importe, une chatte, ça reste une chatte. Quoi. Ouais, enfin non. Après, Antirina, elle avait quelque chose en plus. Tu trouves ? Moi j'aimais pas trop. Non, moi je. Pas fan. Là, forcément, on peut pas dire elle est pas dégueulasse, mais bon. En même temps, tu vois qui elle se tape aujourd'hui. Bon, voilà, t'as tout compris aussi. Quoi. Ouais. The Rock. Donc toi, c'est toujours les hommes qui sont malheureux au final. Ouais, toujours. Alors on va faire juste un petit point sur la Ligue Europa. Elle a des gros seins quand même. Hein. Ouais, grave. Une belle bouche. Tu peux pas être fidèle avec une bouche pareille. Quoi, c'est pas possible. Ça c'est beau ça. Tu peux pas être fidèle avec une bouche pareille. Non mais il a pas tort. Carrément. Non mais c'est vrai, ses lèvres pulpeuses.
C'est lèvres ardentes qui appelle. Tu vois, cette partie-là, je la trouve pas GG. Hein. Ouais, mais au moins, c'est pas photoshopé, tu vois. Ouais, je sais pas. Ouais, t'inquiète. Enfin, je sais pas, moi j'aime pas trop. Je la mets dans ton 4 mètres carrés derrière, tu vas voir. Si tu fais ça. Si tu fais ça. Qu'est-ce que je gagne? J'installe une statue à ta gloire juste là. Oh, au moins. Et avec. Comme Ronaldo, hein, avec bien un sûr. gros paquet. Hein. Ah oui, ouais, énorme, ça. C'est peut-être pour ça qu'elle. Avec sa tête, tu sais, il y a sa tête et derrière, tu vois son short avec ça. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est barrée, elle a fait. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas trop le mytho. Ouais, grave. Mytho, ouais, c'est clair. Bon, elle est travailleuse, effectivement, mais. Bon, c'est pas toujours tip-top niveau sensation, quoi. Alors, Ligue Europa, on fait juste un petit tour du côté du Finistère. On va pas faire le point complet sur la Ligue Europa. Quoi qu'on pourrait. Ça dépendra de notre forme du moment. Alors Guingamp qui recevait le Dynamo Kiev, les Pink Floyd de Kiev, comme disait René Girard à l'époque. Le Dynamo, qui sur un match assez étrange a réussi à l'emporter 2-1 au terme d'une bataille physique de tous les instants. Et au terme d'un arbitrage assez sévère, malgré tout. Le premier rouge, on est d'accord, c'est rouge. Ouais. Le deuxième, le mec vient de rentrer. Bon, il rentre dans un match compliqué. Belanda. Ouais. Il rentre dans un match compliqué. Il est tout de suite confronté à la rudesse physique et bim. Ouais, il est sévère le deuxième de Belanda. Je trouve qu'il est effectivement sévère. C'est bien, surtout pour un mec qui vient de rentrer. Après, je pense que l'arbitre, il avait peur qu'il perde le match. Donc du coup, il n'a pas été dans le dialogue. Là, il y a vraiment peut-être un problème de langue, peut-être qu'il n'arrivait pas à se faire comprendre avec les gens. C'est vrai. Ouais, ou la galette de saucisse qui n'est pas passée. Hein. Aussi, ouais. Toujours est-il que ça va être compliqué quand même là-bas. À Kiev, bah, là, tu vois, quand tu regardes la physionomie du match, ils se prennent un but rapidement. Il y a 2 expulsions. Ils égalisent en deuxième mi-temps, mais pas tout de suite en deuxième mi-temps. Ils finissent par mettre un deuxième pion et ils vont chercher un troisième pion. Mais si tu regardes bien, même à 9, en face, c'est solide. C'était compliqué, même à 11 contre 9. C'était compliqué. Pour moi, quand ils vont arriver là-bas, en plus, c'est la guerre civile là-bas, les mecs. Faut y aller, hein. Ouais, c'est vrai. Ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Moi, j'y crois pas. Hein. Je vois Kiev passer. Hein. Moi aussi. Ou alors ils bétonnent derrière, ils essayent de sortir avec un 0-0 à la rigueur. Moi je pense qu'ils vont marquer quand même là-bas. Les Guingampais vont marquer là-bas. Ouais, c'est clair. Moi je les verrais bien repartir avec un match nul, avec un partout. Très honnêtement. C'est possible. Je pense que c'est jouable. Hein, ce serait bien pour eux. Hein. Je pense que c'est jouable. Il n'y a pas non plus un monde entre les deux équipes. Je pense que Kiev c'est un peu plus fort et ça a un peu plus d'expérience à ce niveau-là. C'est pas un peu plus fort, c'est quand même beaucoup. Ouais, quand même. Hein. Mais il n'y a pas un monde non plus. Il n'y a pas un monde non plus. Non. Alors, moi j'aimerais juste dire une chose. C'est que médiatiquement on est en train de nous créer un Guingamp. Enfin le traitement médiatique de Guingamp en ce moment est juste abject. Ouais, parce qu'on se fait chier, on sait pas quoi parler. C'est pire que Monaco en 2004 en finale de Ligue des Champions. Là, c'était justifié. Ouais, finale de Ligue des Champions. On est en 16e de la Ligue Europa. C'est pas non plus. Puis t'as l'impression. On n'a pas sorti un monstre. Ouais, mais les Français adorent ça. C'est le club petit budget, quoi. Tu vois, ils ont rien, ils ont pas de thunes. Il y a 8000 habitants à Guingamp. Voilà, c'est le côté Astérix, quoi. Tu vois, ça représente la France dignement. Et on aime ça. Ouais, mais je trouve que c'est. On les monte en épingle. On se donne rendez-vous dans 3 ans pour voir où ils en sont et comment on en parle. On leur met de la pression inutilement en tout cas. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'il n'y a absolument pas de pression à se mettre. Et c'est comme beaucoup de clubs, Lille à son époque, Montpellier à son époque. À chaque fois que c'est un petit club de province, bon Lille c'est pas si petit que ça, mais à chaque fois que c'est un club qui est pas attendu, on en fait tout un pataquès et puis derrière on n'en parle absolument plus. Ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir à ce stade d'une compétition européenne. Et, on a envie d'y croire, il y a quelque chose de... Il y a tellement peu de clubs français qui arrivent à faire un petit parcours sympa en Europe que là du coup on s'emballe. Lyon l'année dernière ils ont fait quoi? Ils ont fait quart hein. Ouais. Ils se font sortir par qui? Par la Juve. Ouais, par la Juve, ouais, exact. De peu. Et tout le monde trouvait ça normal entre guillemets. Parce que c'est Lyon. Parce que Lyon, Marseille et Paris, ils n'auront jamais le même traitement en Coupe d'Europe que Guingamp. Lyon, vraiment, ils nous ont habitués à des belles campagnes européennes. C'est clair. Et la Ligue Europa, pour moi, je trouve que la Ligue Europa est plus compliquée que la Ligue des Champions. Les tirages faits en Ligue des Champions sont plus propices aux clubs tête de chapeau. Et Lyon l'a été.
Le niveau est beaucoup plus serré en Ligue des Champions, en UEFA qu'en Ligue des Champions, je trouve. Parce qu'en Ligue des Champions, tu as des vraies disparités quand même. Tu vois, en 8e de finale, il y a des matchs où tu sais qu'il y a quand même un vrai favori. En UEFA, il y a rarement de vrais favoris. Hein, oui, non, mais Guingamp, pour eux, c'est énorme. Pour eux, c'est leur Ligue des Champions, c'est clair, super, c'est le match de leur vie au Guingampais. Mais ils vont jouer contre, je sais pas, supposons qu'ils passent, ils jouent contre une équipe qui est... Par exemple, quand Manchester jouait l'Europa League, ils en avaient absolument rien à faire, tu vois. Ouais. Donc après, ils sont forcément jouables vu qu'ils sont pas concernés. C'est clair. C'est clair. Là, sur le résultat surprise, il y a eu quoi ? Il y a eu la Roma qui a fait match nul à domicile. On va faire vite fait les résultats et les équipes qui sont présentes à ce niveau de la compétition. Ouais. Donc Guingamp, Kiev, Villarreal, Red Bull Salzbourg. Le Torino contre l'Athletic Bilbao, Tottenham contre la Fiorentina, les Celtic contre l'Inter. Un match de fou, le match aller. Ouais. Eindhoven contre Saint-Pétersbourg. Je vais pas réussir à le dire. Le Dnipro Petrovsk contre l'Olympiakos. Séville contre Mönchengladbach. Wolfsburg contre le Sporting. Les Young Boys de Berne contre Everton. Aalborg Beko, club danois à la con, contre le FC Bruges, Trabzonspor contre Naples, l'AS Roma contre le Feyenoord de Rotterdam. Alors moi ça galère quand même. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait par rapport. T'as le championnat, t'as le calcio et t'as en dehors du calcio, et en dehors du calcio, tu te rends compte que les clubs italiens sont plus là. C'est rien quand tu vois ce qu'ils ont pris contre le Bayern. Ouais, c'est clair. En Ligue des Champions. Liverpool contre Beşiktaş, l'Ajax contre Legia Varsovie et enfin Anderlecht contre le Dynamo Moscou. Avec des. On voit bien qu'on parle plus de Ligue des Champions là. Ouais. Hein. Les équipes, c'est quand même différent. Hein. Ouais. Même Liverpool, ils ont gagné 1-0 au match aller sur penalty, un but de. Ils galèrent de toute façon cette année. Hein. Ils galèrent. De toute façon, ils galèrent souvent. Hein. De temps en temps, ils ont une année où ils sont un peu mieux, mais sinon, c'est compliqué. Allez, c'était l'année dernière, l'année où j'avais pour gagner le titre. Ouais. Le Zénith, ils peuvent la gagner, tu vois. Une équipe comme le Zénith. Une équipe comme le Zénith ou une équipe espagnole, quoi. C'est Séville, Villarreal, ça peut. Hein. En Allemagne. Wolfsburg aussi. Le Sporting, le Napoli, pourquoi pas. 2-0 contre Wolfsburg. Non, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Ils ont perdu 2-0. À mon avis, c'est mort pour Sporting. Non, Naples, c'est une belle équipe. Liverpool, s'il se donne un petit peu les moyens de faire quelque chose, pourquoi pas. Je crois pas trop pour Liverpool. Mais bon. Tottenham non plus. Le Zénith ou Wolfsburg pour moi. Je vois ça, quoi. Zénith ou Wolfsburg ? Ouais, favori. Pour moi. Et Naples ? Ah, moi je vois bien Napoli Naples aussi. Hein. Non, je crois pas Naples. Non. Ouais. C'est toujours Benitez là-bas ? Ouais, toujours. Ouais. Si, moi je les vois faire quelque chose quand même. Ouais. Et je vois quand même une équipe espagnole aller dans au moins en finale. Ouais. Bilbao peut-être ? Moi j'aurais dit Villarreal ou Séville. Ouais, pareil, Villarreal ou Séville. Parce que Villarreal, ça joue bien cette année quand même. Ça joue pas mal. Ils sont pas une équipe de fous furieux, mais ça joue au ballon. Et les clubs espagnols sont assez habitués maintenant à cette coupe. Ouais. Et ils veulent la gagner surtout. C'est ça qui fait la différence. Et Florence, ils sont combien Florence au calcio là, ils doivent être 4e, 5e, ils sont bien placés. Non, c'est une belle équipe. Après là, contre Tottenham, faut voir. Déjà, faut qu'ils passent cet obstacle-là. J'aime bien la Fiorentina, moi, cette équipe. Non, puis il y a une belle équipe qui se met en place, mais après, je pense que ça reste quand même, tu vois, c'est quand même moins fort que la Roma, c'est moins fort que le Napoli, donc je les vois mal faire quelque chose dans cette Europa League. Peut-être un petit parcours, ça dépendra du tirage, vraiment. Et pour revenir sur Guingamp, déjà s'ils arrivent à passer Kiev, c'est bien. Après, ça dépendra du tirage, parce que derrière, s'ils tombent contre un club de Bruges ou un truc comme ça, pourquoi pas, ils peuvent se permettre de rêver, tu vois. Anderlecht, Legia Varsovie, même l'Ajax, ça peut être jouable. L'Ajax, c'est pas si fort que ça. Ouais. Malheureusement. Non, ce qui serait bien pour eux, ça serait de derrière jouer contre un Everton ou quoi, une belle ambiance anglaise, là, tu vois, ça leur changerait un peu la vie. Puis les Anglais à Guingamp, ce serait rigolo. Ça va être la fête, putain. Ouais. Ça va être le débarquement, quoi. À l'ancienne. Ils vont se faire retourner la ville. Ouais. Bon, écoutez. Ça fait pas rêver, mais. C'est la Ligue c'est quand même une belle temps. petite compétition. Quand on s'y attarde un petit peu, t'as quand même des sacrés matchs. C'est souvent assez décousu. Parce que
les clubs, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais ils ont moins de pression, quoi. Parce qu'il n'y a pas une obligation de résultat. Donc c'est pour le plaisir, c'est pour bien représenter. Ouais, puis tant qu'ils sont pas ennemis, il n'y a pas de. Il y a pas de pression du club, il n'y a pas d'argent à gagner. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça. Et on a vu des sacrés matchs déjà en Europa League dans les années précédentes. Bon, bah messieurs, je pense qu'on a fait un peu le tour pour cette émission et cette reprise. Je pense que on va avoir des surprises dans les semaines à venir. Niveau football, je pense que ça va bouger. Ça va bouger en Ligue des Champions. Ouais, dans toutes les compétitions, je trouve, il y a vraiment, à part en Bundesliga, mais sinon, et en Serie A, parce qu'il y a la Juve aussi qui est toute seule. Mais sinon, ouais, le championnat de France, le championnat d'Espagne, il y a encore du parcours à faire. En Première Ligue aussi, dans les Coupes d'Europe, puis il y a les qualifs pour l'Euro qui vont reprendre. Bientôt, ouais. Là, de toute façon, on arrive dans la période intéressante. On arrive au mois de mars, c'est là on dit souvent, c'est là que les équipes doivent être en forme. C'est là où on rate sa saison, généralement. Voilà, il y a beaucoup de matchs pour les grandes équipes, donc ça va être intéressant. On arrive dans le moment de la saison le plus intéressant où les choses vont commencer à se dessiner. Le sprint final. Voilà. Carrément. Bien messieurs, merci pour cette émission. On se retrouve avec plaisir rapidement. N'hésitez pas à nous solliciter encore une fois via Facebook, Twitter, Google+, mail, tout ce que vous voulez. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour votre bon plaisir. Nous écouter est possible via radiobelafonte.fr/lecteur. Vous cliquez sur écouter la radio sur radiobelafonte.fr. Vous pouvez également nous écouter sur TuneIn, application mobile iPhone et Android et Windows Mobile, me semble-t-il. Et vous pouvez bien évidemment nous solliciter à tout instant. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le Tumblr au-delà du ballon, au-delà-du-ballon.com. Et on vous dit à bientôt, messieurs. À bientôt. Très bon week-end, à bientôt. Bye bye.